Salut et bienvenue sur Syndrome Imposteur, le podcast, un podcast produit par Solibox dont l'unique but est de t'aider à dépasser tes peurs. Vaste programme. Aujourd'hui, je t'emmène à la rencontre d'Axel Latuada, l'un des co-créateurs de Et tout le monde s'en fout. Pour ceux qui ne connaissent pas Et tout le monde s'en fout, rendez-vous sur YouTube. Mais avant de lancer l'interview, un petit résumé. Dans cette interview et dans cet épisode en particulier, on parle donc de sa première expérience du syndrome de l'imposteur, mais aussi du syndrome de l'imposteur en tant que comédien. On parle aussi de l'hypersensibilité, de l'autosabotage, de la genèse de Et tout le monde s'en fout, mais aussi de comment dissocier la bonne de la mauvaise peur, de la solitude, de ses pratiques aidantes, du travail sur soi seul ou accompagné, de son message sur tous les billboards de France et notamment aussi de son film idéal en tant que réalisateur. Tu remarqueras la participation de Socrate, son chat, avec quelques miaou pendant l'épisode. Et vers le début, nous avons changé de micro, donc la qualité du son s'améliore, je te rassure. On fait avec les moyens du bord, mais à partir de 20 minutes, tu verras que la qualité est bien meilleure. C'est parti pour cette première interview du syndrome de l'imposteur, le podcast. En titre, on voit donc auteur, réalisateur, comédien et monteur, mais tu mets plus trop monteur parce que j'imagine que t'as plus trop le temps. Tu continues à monter ? C'est toujours moi qui monte les épisodes en tout cas, ouais. D'accord. Ouais, parce que ça reste quand même ce que je préfère faire dans... Ah ouais ? Ouais, bah en fait déléguer le montage, c'est comme faire un enfant et dire à quelqu'un d'autre, tiens vas-y élève-le. Il y en a qui le font. Ouais, je sais, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Non, je suis incapable de déléguer le montage. Donc, en plus, je suis encore plus chiant quand quelqu'un d'autre fait le montage, ça me fait perdre Oui. encore plus de temps. Mais dans une autre interview, tu avais justement parlé du fait de déléguer et que ça serait bien. Et donc ça n'a pas changé alors ? Pas du tout. Pas du tout, ok. Non, en tout cas, pour les... j'exagère. Pour les gros projets, les projets principaux, on va dire, non. Après, pour des choses annexes, je garde toujours un œil dessus, mais c'est plus moi qui fais le gros du travail. D'accord. Entre guillemets, tu vois. Donc Mais on va pour les laisser le épisodes, monteur pour ton titre. Ouais. Ça va. Oui, c'est important. J'ai rajouté musicien, parce que tu l'as pas mis. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais tu joues. Et j'ai mis pour tout ça engagé, parce que avant tout engagé, c'est pas tout le monde qui est engagé comme Merci ça. de ne pas avoir mis militant. Ah, militant, je trouve Non, ça. j'aime pas non plus. Ah, non, c'est pas très bien. Donc, alors, tout a commencé très tôt, tu me dis si je me trompe. Enfant, tu prends goût à raconter des histoires. Ton premier public, c'est ta sœur. La chance qu'elle a eue. Et tu réussis à dégoter le matériel nécessaire à une époque où il n'y a pas de smartphone et tout est... c'était quoi ? C'était les caméras cassettes en plus ? Ouais, encore nous, on a commencé avec mon pote, on avait juste un micro et un ordinateur, tu vois. On faisait c'était que le micro ? Ah ouais, au tout début, on n'avait pas de... Au tout début, on a même commencé, si je peux te dire, au collège, avec mon pote Alex, on faisait des livres de dessins, et on faisait des dessins, on avait raconté des histoires dessinées. Après, on est passé au-dessus, on a eu un micro. Là, on a commencé à raconter des histoires audio, et après, il y a une pote qui nous a prêté une caméra qui était... Oui, c'est la cassette, c'est des trucs H8, des trucs digitaux... une qualité dégueulasse. Tu les as encore ? Ouais, j'ai des trucs encore. Mais de ouf. J'ai tout gardé, évidemment. Et l'histoire de la toute première histoire que vous avez écrite ou racontée, c'était quoi ? Wow. Tu t'en souviens ou pas ? La toute première. Question piège, ça commence dur. Toute première histoire... Ouais, mais elle est pas glorieuse. Ah. Elle est pas gentille, cette histoire. C'est ouf de se rappeler de ça. Je crois que le tout premier truc qu'on ait fait... Putain, ouais, ok, ça portait mal ma carrière, dis donc. En fait, on avait créé un personnage à partir d'une fille de notre classe quand on était au collège. Et on se moquait un peu d'elle dans notre coin. Ouais, c'était pas très glorieux, ça, dis donc. C'était pas très bienveillant, en tout cas. Donc ouais, ça, c'était le début. Ok. On mettra pas dans l'interview, ça. Ouais, non, putain, j'avais jamais pensé à ça, mais c'est vrai que ouais, ça a été un peu le... Mais elle l'avait vu ?
Non, vous avez fait Non. ça de votre côté, Ouais, c'est de comme notre des côté, enfants c'est se ça, moquent un ouais. peu. Enfin, Ouais, c'était l'âge, quoi. C'était exactement ça. Oui, voilà. Exactement ça. C'était pas pour lui mais faire du mal. Non, pas du tout. Et en fait, ça a lancé ce truc de ok. En fait, on s'est très vite détaché de elle. Et en fait, on a créé un personnage. À partir d'elle ou... À partir de ce qui nous faisait rire en tout cas. Et à partir de là, on a commencé à faire de la caricature beaucoup. Et parce qu'on écoutait énormément à l'époque le festival Robles et les 2 minutes du peuple, surtout les 2 minutes du peuple. Et c'est comme ça qu'on a commencé à faire des sketchs audio aussi, à partir des 2 minutes du peuple. Et on créait, avec mon pote Alex, on créait des centaines de personnages et on avait leur voix dans la tête, on avait leur parcours et tout ce qu'ils faisaient. Et c'était beaucoup de la private joke, c'est-à-dire que ça pouvait faire rire que nous, mais ça nourrit vraiment ce truc de création de personnages de fiction un peu barrés, qui sont aujourd'hui très présents dans Et tout le monde s'en fout, quoi. Il y a plein de trucs que je... Ça a inspiré, donc ouais. il fallait commencer par là. C'était pas si méchant que ça. Ah non, ça va. Ton objectif, donc je pense que c'est toujours d'actualité, c'est de trouver l'osmose parfaite entre humour et poésie. Tu l'as trouvé l'osmose ou pas? Parfaite. J'imagine c'est une quête infinie. Je vois exactement là où tu as été pêché. Ok, c'est cool. C'est moins vrai, c'est plus trop le cas en ce moment en tout cas. Tout simplement parce que juste le côté poétique est un peu moins présent vu ce qu'on fait aujourd'hui et tout le monde s'en fout. Tu regardes Tout le monde s'en fout, tu dis pas que c'est poétique. Ouais, mais c'est juste quand même. Oui, enfin, mais ça sonne bien. En tout cas, cet équilibre entre l'humour et le reste, je sais pas quoi dire. L'humour, c'est tellement au centre de ma vie dans tous les aspects que, en tout cas, l'humour, c'est un outil qui m'aide à équilibrer, moi, toute ma vie, mes relations, tout ce qui est complètement bancal et imparfait, c'est-à-dire tout le reste. Je me sers beaucoup de l'humour pour le canaliser, le catalyser, pour tout, quoi. Donc ça serait humour et le reste. Osmose entre humour et le reste. De ouf. On va se contenter de ça. Vraiment. Mais en fait, c'était à l'époque où tu avais fait... Est-ce que tu as fait 6 courts-métrages? Oui. Tous vus, ils sont top. C'est vrai. Et une pièce de théâtre, mais ça par contre j'ai pas pu voir. Non, c'est joué, il y a des captations, mais ça donne jamais rien le théâtre film de toute façon. Et c'est à cette époque-là que c'était plutôt poétique en fait? Oui, c'est ça en fait, c'est-à-dire que ce que je voulais dire par l'équilibre entre la poésie et l'humour, c'est que j'ai beaucoup écrit. Il y avait 2 choses qui m'intéressaient dans la vie, c'était l'humour et l'amour. C'était le truc. Et donc, comme je voulais écrire des histoires d'amour, mais que je voulais pas être gnangnan, tu vois, en fait, l'humour, j'ai remarqué qu'en mettant de l'humour dans du truc hyper sentimental, ça crée un équilibre. Ouais. Et tu peux vraiment parler de trucs hyper clichés et romantiques et tout. Et le fait, l'humour vient le crédibiliser parce que lui amène du recul en fait. Ouais, et donc pour moi l'humour c'est ça, c'est de trouver, toi si je devais rapprocher de ce qu'on fait aujourd'hui, je dirais que aujourd'hui c'est de trouver le bon équilibre parfait entre, j'allais dire entre l'humour et le sérieux. Sauf que demain on tourne un épisode qui explique aux gens que l'humour c'est sérieux. C'est moi le truc le plus sérieux dans ma vie, c'est l'humour. Donc c'est l'humour et le grave. Ouais, grave. Tu vois ce qu'on considère comme grave. Et moi ce que je fais beaucoup dans la vie, c'est prendre des trucs graves et y mettre de l'humour. Juste parce que ça aide à les prendre dans la tronche. Parlons sérieux, parlons syndrome. Oui, syndrome. Le fameux syndrome. Ta première expérience du syndrome, et qu'on appelle normalement phénomène de l'imposteur. Un syndrome, c'est les médias qui en ont... C'est vrai? Ouais. Ok. Première expérience du syndrome imposteur. La naissance. Déjà? Tu t'en souviens? Non, première expérience, ouais. Oui. Première expérience d'imposture. Ou si tu veux la plus marquante, la plus fraîche. Ou, Je sais pas, j'ai tellement ça tout le temps. Ah! J'ai tellement ça tout le temps, et je sais exactement d'où ça vient. J'ai travaillé ça depuis 5 ans dans ma vie, la psychanalyse, en lisant des bouquins. Je connais tout mon schéma par cœur. Mon syndrome de l'imposteur, il vient, comme tout le monde, de mon enfance. Donc, malgré eux, de mes parents. Et c'est un problème de reconnaissance en fait. C'est un problème de... En tout cas, chez moi, c'est le problème de croire que je suis pas assez bien. Ouais. Donc validation.
qui vient des sautes d'humeur de ma mère qui ont eu comme conséquence quand j'étais petit d'avoir l'impression de ne pas être vue, parce que comme des fois elle était de bonne humeur et des fois de mauvaise humeur, quand elle était de mauvaise humeur, vu qu'elle l'avait été de bonne humeur avant et que là elle l'était pas, c'était de ma faute. Ok, tu reliais Et donc ça j'étais dans et j'étais dans une inconstance en fait. Mm. Et donc pour un enfant c'est hyper Déstabilisant. hyper déstabilisant et pas sécurisant. Mm. Et mon père a lui le syndrome du ouais c'est bien mais ça pourrait être mieux. Perfectionniste. Ouais. Je sais pas s'il a du perfectionnisme, mais en tout cas Ça, c'est jamais. moi alors en tout cas ce que moi j'en ai ressenti et ce que j'en ai gardé, c'est le sentiment de ne jamais faire assez bien. D'accord. Et le fait voilà, que mon père soit un peu avare de compliments alors je m'entends super bien avec mes parents, ils m'ont toujours soutenu dans ce que je faisais, même quand je leur ai dit que je voulais faire du cinéma, ils ont flippé, ils m'ont dit vas-y. Mais il y avait un truc de mettre la barre hyper haute, notamment mon père, tu vois, qui lui est un artiste aussi, qu'on n'a pas fait son métier, enfin, il n'a pas gagné sa vie avec son art, mais en tout cas c'était un truc qu'il faisait. Et donc quand je lui ai dit que je voulais être artiste, ça a été ok, mais un artiste c'est ça a un message, c'est machin. En plus, moi je suis issu d'une famille, du côté de mon père en tout cas, hyper politisée. D'accord. Donc moi j'ai totalement rejeté le côté politisé de ma famille, je ne comprenais rien, ça me faisait peur et je ne voulais surtout pas mettre les pieds là-dedans. Et donc quand mon père me disait un artiste c'est un message, dans ma tête c'était ok, donc c'est un message politique, mais moi je ne comprends rien, ça ne m'intéresse pas. Et donc imposture, encore une fois, tu vois. Donc c'est de l'accumulation de manque de reconnaissance pour moi. Et tu penses que ça t'a bloqué pendant un moment? Enfin, avant tout le monde s'en fout, tu t'as fait déjà pas mal de choses. Enfin, non, j'ai eu la chance que ça me booste plutôt qu'autre chose. ça t'a boosté. En fait, vu que... Après, encore une fois, mes parents m'ont poussé, en fait, quand je leur ai dit que je voulais être artiste. C'est juste, en fait, la réalité m'ennuie tellement, encore aujourd'hui. Ça va mieux parce que je travaille sur l'équilibre, toujours machin. Mais au final, dans l'absolu, la réalité m'emmerde. Donc c'est pour ça que je raconte des histoires. Et notamment que j'utilise l'humour, parce que l'humour, ça embellit la réalité, je trouve. Et ça la rend moins morose, en tout cas. Mais ça, je l'ai eu très très vite, l'école, je ne comprenais pas. En plus, je pense, je suis en train de voir là, en ce moment, je suis en train de voir ça, mais je pense que j'ai un truc d'hypersensibilité. Tous ces mots un peu à la mode qu'on entend en ce moment. Et donc je pense qu'il y a ça chez moi, et je pense qu'il y a ça notamment, vu que c'est génétique dans ma famille, du côté de ma mère, j'imagine. Enfin, bref, je suis en train de regarder tout ça et ça semble cohérent, même vu les gens qui m'entourent, tout ça. Et donc c'était assez dur, même socialement parlant, moi j'étais un peu souffre-douleur en plus, j'ai pas mal souffert quand j'étais gosse de ça, j'étais très très sensible, donc je pleurais beaucoup, et comme je pleurais beaucoup, on se moquait de moi, tout ça machin. Et donc j'ai toujours eu un pote avec qui je faisais tout, avec qui on se regroupait, on faisait des histoires, tout ça machin. Et je sais plus du tout ce que j'allais dire. Hypersensibilité, oui, et donc voilà, la réalité c'était compliqué de la vivre, et donc je me réfugiais là-dedans. Et c'est pour ça que malgré mon syndrome de l'imposteur, j'ai pris cette direction de devoir créer tout, juste parce que j'avais pas le choix, parce que sinon je mourrais en fait, symboliquement parlant, tu vois, incapable de faire un métier dit normal entre guillemets, quoi, tu vois. Tu y es passé quand même ou pas non, du tout? Non, j'ai cette chance. Encore une fois, comme mes parents m'ont poussé dans ce que je voulais faire, quand je leur ai dit je veux faire ça, ils m'ont dit ok. Une fois, mon père m'a dit quand même, ce serait bien que tu vois un peu ce que c'est que de bosser. Mon père a un peu ce côté-là quand même, tu vois. Et donc, je t'ai trouvé un entretien là pour être caissier chez, je sais plus quoi, Lidl ou je sais plus quoi machin. Et j'ai dit d'accord, j'y suis allé. J'ai passé l'entretien, mais j'étais perdu quoi. Et on était deux à l'entretien, il y avait une jeune nana avec moi, à côté de moi, qui elle avait déjà fait ça plein de fois. La meuf, elle nous dit c'est quoi vos expériences? Moi, une fois, je suis allé dans un magasin, j'ai acheté des trucs. Et l'autre nana avait déjà été caissière, donc bien sûr, j'ai pas été pris. Et ça a été la seule tentative. Et après, mon père m'a arrêté de me faire chier avec ça. Donc non, j'ai même pas. Si, un petit peu, j'ai été hôte. J'ai distribué des flyers, tu vois. Ouais. Après, en fait, disons que je l'ai fait, mais j'ai essayé tout de suite de rentrer dans la branche que je voulais. J'ai quand même passé des années à filmer des mariages. Ah.
Quand même, oui, t'es non, passé j'ai par- quand même fait des trucs chiants. Hein. Toutes mes études, en fait, le week-end, je filmais des mariages pour un photographe en Picardie. Et je faisais le montage derrière, mais toi j'étais déjà dans un truc entre guillemets créatif. Mhm. Créatif petit comme ça. J'ai beaucoup de mal avec les mariages aujourd'hui, j'ai noté l'avouer. T'en as fait combien au total? Tu les as pas comptés? Je t'ai payé une misère évidemment. Ouais. Donc si j'ai fait des trucs un peu chiants quand même. Mais j'étais quand même déjà ok, je savais où j'allais et je me suis dit ok, je veux que tout soit cohérent, tu vois. T'as pas fait de faux pas, quoi. Euh, Enfin, faux pas en termes, peut-être dans le milieu, mais Oui. pas en dehors. En Tu vois, tout cas, non, j'ai pas- t'es pas dans le déni en Non. mode non, mais je vais devenir courtier parce que c'est. Non, ça c'était. Je savais exactement que je voulais. À la base, je voulais faire du dessin animé, je voulais être infographiste. C'était Ouais. mon premier truc. Parce que mon pote Alex, avec qui je faisais les films, tout ça, lui aussi, c'est ce qu'il voulait. Donc on s'est dit, ok, on a commencé à faire de la 3D ensemble. Mais lui, il avait un putain de dessin, un putain de niveau en dessin, et moi, pas assez. Et bref, on a eu un an de décalage parce que moi j'ai redoublé. Et lui s'est retrouvé à faire un BTS d'infographie, auquel moi j'ai été refusé l'année d'après. Et donc, j'ai vu qu'il y avait une fac, j'ai fait une fac d'art plastique. Mhm. Où je me suis fait chier mais comme un rat mort. Moi je voulais faire des dessins animés et en art plastique, tu Bah. t'apprends pas à faire des dessins animés. Hein. Pas encore ça. Voilà. C'est la sous Ouais. partie. Et en fait, quand moi j'ai fait cette première année, j'ai vu que dans cette fac il y avait une catégorie cinéma et théâtre. Mhm. Et j'ai dit à mon pote, lui qui se faisait chier aussi en BTS, bah vas-y viens, on s'inscrit en fac de cinéma et c'est comme ça qu'on s'est lancé. Donc tous les deux vous êtes allés en fac de cinéma. Ouais. Et lui il fait du dessin animé aujourd'hui? Non, aujourd'hui, après on s'est un peu perdu de vue, c'est marrant, on s'est retrouvés là il y a quelques semaines, on s'est réécrit, le chemin s'était un peu séparé et là j'ai appris on avait monté une asso sur Paris avec, avec nos potes de fac pour faire de la production. D'ailleurs, mes premiers courts-métrages ont été produits par l'asso et d'autres trucs, mais on avait vraiment cette idée de créer notre propre structure. Monter une asso avec tes potes, c'est une super mauvaise idée. Pourquoi? Bah alors, il y a eu des... Ah, comme- ça. Ouais, ça c'est pas... Ça c'est pas mal terminé, mais ça s'est pas bien terminé non plus. D'accord. Aujourd'hui, chacun a pris un peu sa route et tout, mais oui, ça a créé des trucs un peu de merde. Et donc, ce pote Alex, là, j'ai appris il y a pas longtemps qu'il allait bien et tout, et qu'il refaisait des projets, du théâtre. Il est à Lyon maintenant. Et... Donc, ça m'a fait plaisir de savoir qu'il allait bien. Parce que l'hypersensibilité, en mode que tu l'aies ou que. Parce que ça m'a apporté de savoir ça. Je sais pas si ça va pas me décevoir si je sais que c'est pas le cas, parce que j'ai un syndrome aussi de l'élu, tu sais. Qu'est-ce que ça t'apporterait au fond? Ouais, tu vois, de savoir plus, de... Parce que tu sais déjà ce que t'as expérimenté. Oui, je sais déjà en fait. Je sais déjà. Et j'ai envie de sortir de... Moi je bosse sur le fait de sortir de la mentalisation et de l'intellectualisation, parce que ça c'est bon. Comprendre des trucs avec ma tête, c'est bon. Ça je sais faire. C'est cool, j'aime bien le faire. Mais en ce moment j'expérimente de comprendre des trucs avec mon corps. C'est mieux. Enfin c'est mieux. Bon en tout cas je manque de ça donc... Merci. Ok, donc c'est intéressant parce que l'hypersensibilité, je n'avais pas pensé au fait que c'est vrai que le syndrome de l'imposteur, l'hypersensibilité, ça paraît tout à fait cohérence comme l'autosabotage, quand tu disais tout à l'heure l'autosabotage. Ouais. Parce que une des conséquences du syndrome de l'imposteur, c'est l'autosabotage qui va soit procrastiner pour tout à fait. l'action, soit trop faire parce qu'il faut se prouver qu'on est à l'origine et que c'est pas que de la chance. Mais pour ce qui est ce que tu disais tout à l'heure, que tu l'expérimentes toujours. Oui. Le syndrome de l'imposteur. Je remarque en tout cas que... Il n'y a pas il n'y a pas eu de ce que... Enfin, c'est comme... J'avais une question pour plus tard, mais l'année dernière, tu as décidé de monter sur scène. Donc ça devait être une autre étape de je passe à la caméra et après, limite, tu vois, je suis pas obligée d'y aller. Alors que là, je suis en face de plein de monde et j'ai pas d'issue, il faut que je reste... Il n'y a pas eu de différence, je veux dire une étape ou un avant-après? Rien que le fait de devenir comédien, c'est-à-dire de passer de l'autre côté de la caméra, ça c'est un truc que moi j'avais pas du tout prévu dans ma vie. Que voilà, je m'étais dit si j'ai l'occasion, pourquoi pas. Quand tu t'es dit ça? Quand t'écrivais ou... Ouais, quand j'écrivais. En fait, parce que les premiers films dont je te parle, là, que je fais avec mon pote, les sketchs, c'est nous qui jouions dedans. Jouions. C'est pas très joli, jouions, dis donc. Mais ouais. Non, je crois pas. Hein. Donc c'est nous qui jouions dedans.
Et, alors, faut savoir qu'avec ce pote, on marchait beaucoup par comparaison et compétition bienveillante. Entre vous? Ouais. D'accord. C'est-à-dire que moi j'admirais énormément. Je trouve que c'est un artiste de ouf. C'était vraiment un des mecs les plus drôles. Le mec le plus drôle que j'ai rencontré dans ma vie. Ouais. Il faisait vraiment mourir de rire des fois. Avec un côté très triste et grave aussi, un côté un peu ouais, un peu noir, un peu dark. Mais hyper drôle évidemment pour compenser tout ça. Très certainement hypersensible aussi d'ailleurs. Et donc à chaque fois qu'il faisait un truc, je disais ah c'est ouf, et donc je faisais tout pour le dépasser, et là il disait oh putain trop bien machin, et donc on marchait comme ça, tu vois. Ouais. Ce qui a marché un certain temps et ça a pété aussi peut-être pour ça, tu vois. Parce qu'avec Fabrice par exemple, avec qui je fais Tout le monde s'en fout, on s'est rencontrés dans la créativité aussi, et on marche beaucoup plus par accord et par plus que par comparaison et compétition, c'est par harmonie. Ouais, harmonie et complémentarité en fait. Et en plus avec Marc qui est arrivé par derrière, son frère qui est arrivé par la suite, ça marche très bien quoi. Et c'était quoi la question de base? Attends, parce que moi aussi ça va. Oui, hypersensible, oui, imposture. Oui, avant, après. Oui, alors la scène, tout ça, machin. Oui. Donc je suis allé de l'autre côté de la caméra. J'ai osé y aller parce que Fabrice, qui est quelqu'un qui soutient énormément, parce qu'il est coach, hein, évidemment. Enfin, il soutient pas parce qu'il est coach parce qu'il soutient, c'est pas pareil. Mais parce qu'il m'a dit, moi je pense que tu peux le faire. Il m'a dit vraiment, moi je pense que tu peux le faire, vas-y. Et donc je l'ai fait, et il m'a dit non, c'est bien, machin. Et aujourd'hui, pareil, quand pour la scène, il m'a dit non, moi je me fais aucun souci, je pense vraiment que tu peux le faire. Et que ce soit. C'est lui qui a donné l'idée, excuse-moi, mais c'est lui. Non, alors le spectacle, c'est une boîte de prod qui nous a appelé en disant tiens, vous voulez pas faire du théâtre? Et comme tout le reste, vous voulez pas faire un livre? Vous voulez pas faire un. Oui, d'accord. Et donc on disait oui à tout ce qui se présentait. Et donc moi j'étais très excité par le fait de faire de la scène, mais ça me faisait un peu peur, juste parce que je l'avais jamais fait. Et puis pareil, je me disais ouais, mais tous mes potes comédiens qui font ça depuis des années et tout machin, et qui galèrent, et moi j'arrive. Moi ça fait 6 mois que je fais un spectacle, tous les soirs c'est complet, alors que c'est la première fois de ma vie que je monte sur scène, et en plus je monte tout seul, tout le monde me disait ah mais tu montes tout seul en plus, c'est fou. Et vraiment, encore une fois, le paramètre Fabrice qui me soutient, c'était 50% du taf, on va dire. Ouais. Et les 50 autres pourcents, c'est moi qui me dis ok, vas-y en fait. Au pire, qu'est-ce qui se passe? Rien, tu vas pas mourir. Et bon, ce qui s'est passé, c'est que en fait, je me suis jamais senti aussi bien ailleurs que sur une scène. Ça me manque beaucoup d'ailleurs, ça fait un peu chier. Mais en fait, la scène, c'est juste le prolongement de tout le reste. En fait, la scène, c'est là où toutes mes névroses fleurissent, mais au sens positif. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que ce que je faisais sur scène, quand j'improvise surtout, quand je réagis à ce qui se passe, c'est exactement les mêmes mécanismes que quand je suis dans un bar et que je fais marrer les gens. Mais juste parce que c'est mon masque principal social, tu vois, et c'est le truc que je maîtrise le plus aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est ma manière de me faire intégrer dans le monde, c'est d'arriver de faire rire. Là, comme ça, c'est regardez, je suis rigolo. Et donc évidemment, vu que c'est ce que j'ai fait le plus dans ma vie, bah, quand je le fais sur une scène, je le fais bien. En tout cas, ça fonctionne, tu vois. Et en plus, je me sens bien. Donc bizarrement, j'ai pas eu d'imposture là-dessus, tu vois. C'est paradoxal, mais donc au final, t'es plus en alignement avec la scène. Ouais. Qu'auparavant avec la caméra. Où t'avais plus de en vrai, mon vrai sentiment d'imposture, il a été, au début notamment des Tout le monde s'en fout, nourri par quelque chose de simple, c'est que je suis le visage des Tout le monde s'en fout. Mais je suis pas et tout le monde s'en fout. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs cerveaux. On était 2 à la base, puis 3. Et donc l'écriture des Tout le monde s'en fout, et ce qui en fait la richesse et le côté percutant, c'est parce qu'il y a vraiment ces 3 cerveaux-là, qui sont 3 cerveaux très différents, mais vraiment complémentaires. Donc il y a celui de Fabrice, qui est coach en neurosciences appliquées, prof de dramaturgie, HPE, donc, et qui a un puits de connaissances dans plein de choses. Son frère, qui est journaliste et qui connaît tout, point. Ce mec, il te connaît toutes les anecdotes de n'importe quoi, c'est un passionné d'histoire, journaliste politique en plus, donc et avec cette vision de la vie, tout ce qu'on traite dans Tout le monde s'en fout, quoi, tu vois.
Et moi, passionné de psycho, de spiritualité, de développement personnel, avec ce passif aussi d'écriture fiction narrative, tu vois. Et donc au début, on m'attribuait tout le mérite des Tout le monde s'en fout, dans les interviews au début, dans les commentaires, dans les gens qui me reconnaissent, tout ça machin. Et ça a fait un syndrome de l'imposteur, mais gigantesque, parce que au début, je me suis dit, ok, les gens croient ça. Donc j'ai eu un moment de, ok, donc si les gens croient ça, ils m'aiment pour ça. Donc s'ils m'aiment pour ça, il faut que je sois ça. Donc j'ai commencé à être quelque chose qui n'existe pas, c'est-à-dire 3 personnes à la fois. Enfin, en tout cas, la symbiose de trois cerveaux comme ça, c'est ce qui était un poids énorme. Et en plus, comme je ne l'étais pas, je m'en voulais de pas l'être. Donc mon imposteur, il grandissait, tu vois. Et en plus, moi, toute ma vie, surtout mon adolescence, j'ai vraiment cru que j'étais bête. J'avais vraiment la croyance que j'étais bête. Parce que j'ai pas beaucoup de culture et en plus je me mettais avec des gens très intelligents. Sûrement pour me prouver que j'étais bête, tu vois, je vais me rendre compte de ça, c'est l'auto-sabotage. Et ouais, j'ai toujours le sentiment que je suis pas capable, par exemple... En fait, j'ai un truc con, j'ai le sentiment que je suis pas capable d'écrire un épisode et tout le monde s'en fout tout seul. Mais ce qui est normal, puisque ça n'existe pas si je suis tout seul, tu vois. Et ça me mettait un poids. Et c'est pour ça qu'on a mis aussi beaucoup d'énergie dans le fait de médiatiser très vite le fait qu'on était 3 et de mettre l'équipe en avant et de dire et tout le monde s'en fout, c'est un projet en groupe, etc. etc. Et aujourd'hui, c'est un peu fluctuant, des fois ça revient, des fois ça repart, mais le fait d'accepter quelle est ma place là-dedans, dans ce projet, ça m'a beaucoup aidé à avoir le sentiment d'imposture qui descend, qui baissait, et donc d'avoir moins d'auto-sabotage, etc., etc. Et d'être plus, tu vois, plus pisse, quoi, parce que... Mais en fait, vous en avez discuté et t'as émis le souhait de réaccorder le truc pour que tu te... Oui, il y a eu ça, ça s'est fait petit à petit, mais oui, il y a eu ça. En fait, moi, je l'ai compris. Je me suis pas dit, ah merde, c'est comme ça. En fait, c'est à force de voir ce que les gens me projetaient sur moi. Je me suis dit, ah oui, en fait, ce qui se passe, c'est ça. Et donc, ça n'a pas été une décision, un déclic, tu vois, ça a été petit à petit, on a mis le truc en place. Et par exemple, avec le spectacle, au début du spectacle, c'est revenu, ce truc-là, dans les articles, oui, et tout le monde s'en fout, Axel Latuada, et on était obligé d'appeler les journalistes pour dire, non, mais le spectacle, on est 3 à écrire, etc. Ça, c'était un peu chiant de devoir. Mais on l'a fait, tu vois, à chaque fois on l'a fait et tout. Et parce que moi, je déteste ça. Mais surtout qu'il y avait l'information sur. Oui, non, mais alors, tu sais, il y a des journalistes qui font pas très bien leur métier, hein, ça, oui. De toute façon. Enfin, hein Ouais. Ne vous sentez pas tous visés, Pas du tout, pas du tout. Il y a un journaliste dans l'équipe. mais ouais, donc c'est délicat. En fait, c'est comme s'il y avait une mauvaise communication, quoi. Ils se sont tellement pris au jeu. Du personnage, de la situation, d'ailleurs ils n'ont pas pris de distance. La bonne nouvelle, c'est que ça veut dire qu'on fait bien notre taf, parce que du coup, il y a encore des gens, très peu, mais je sais qu'il y a encore des gens qui pensent que je suis vraiment ce personnage et tout. Je me rappelle la première fois qu'on a sorti le premier bêtisier, il y avait un commentaire qui était ah, mais en fait, vous nous jouez la comédie, je suis super déçu. Mais tu croyais vraiment, déjà, que j'avais ce débit de parole et que j'étais ce mec dans cette cave qui. Je trouve ça mignon, triste et rassurant et effrayant en même temps. Tout ça en même temps. C'est chaud quand même. Ouais. Donc il n'y a pas d'avant-après en fait, il y a le process. Il y a un process, il y a un avant-après, mais qui est pas immédiat, c'est un long process qui est fluctuant. Et en plus qui va avec tout moi le travail que je fais sur moi au quotidien, voilà, depuis oui, petit bébé, depuis je sais. Quand il le fait Ouais. Depuis quand juste quand t'es arrivé, non, un petit peu avant. Oui. Il valide, le chat valide. Et ouais, non, ça va, tout ça, et tout le monde s'en fout. C'est né le jour où on a, en tout cas avec Fabrice, décidé d'arrêter de faire en sorte que ça marche. Alors, justement, attends, va un peu avant, c'est-à-dire sur la genèse, la petite graine. Ouais. Comment elle est arrivée Dès tout le monde s'en fout. Une terrasse de café. Un dimanche, on se fait chier. Et on se dit, tiens, on n'a plus de producteur, parce que le producteur avec qui on avait des projets de long et de court métrage avait arrêté. Et donc nous, on sait plus quoi faire. On a envie de créer, mais on sait pas quoi. Et alors,
Moi, j'avais commencé YouTube avec un autre pote, Oui, Abby. presque un an avant, je crois. Juste parce que, en fait, moi, j'ai besoin de créer des trucs tout le temps. Toi, la graine, c'est la rencontre avec Fabrice, notamment. Fabrice, je le rencontre via ce producteur qui me dit un jour tiens, je vais te montrer un court-métrage d'un mec que j'ai rencontré, j'ai bien envie de bosser avec lui et tout, j'aime bien ce qu'il fait, tout ça. Il me montre le court-métrage et là, je m'énerve. Et je dis bah super, tu prends un mec qui fait la même chose que moi. Ça sert à rien à se taper sur la gueule et tout machin. Je regarde son court-métrage, j'étais vénère parce qu'il était super bien et tout, mais avec tout plein d'idées que j'avais aussi. Genre le personnage principal de son court-métrage, c'était exactement le même de celui que moi j'étais en train d'écrire. Enfin, c'était ouf. Ok. C'était ouf. Et c'était au moment de ma pièce de théâtre. Et donc j'entendais parler de Fabrice, on entendait parler l'un de l'autre par ce producteur interposé. Et un jour, on joue la pièce se joue et à la fin, je vais voir mes comédiens dans les coulisses et une de mes comédiennes me dit putain, c'était dur ce soir, il y avait un mec devant là qui faisait la gueule. C'était super dur de jouer et tout, machin. Elle tourne la tête et là, elle voit le producteur qui arrive avec Fabrice et elle me dit oh putain, c'est lui, il faisait la gueule et tout. Et en fait, c'est juste que le producteur avait dit à Fabrice tu regardes la pièce d'Axel et tu lui dis tout ce qui va pas dedans. Parce que comme Fabrice est prof de dramaturgie, et moi je connaissais pas la dramaturgie, il lui a dit ok, tu lui dis ce qui va pas. Et donc Fabrice avait une pression de ouf parce qu'il me connaissait pas, il fallait qu'il regarde le truc que j'avais mis 3 ans à faire et qu'il me dise ça va pas, ça va pas. Donc évidemment il faisait la gueule, il était concentré, tu vois. Et on s'est rencontrés vraiment ce soir-là, je crois qu'on s'était eu au téléphone une fois ou deux avant. Et je me rappelle ce soir-là, on a marché pendant 2 heures dans Paris, on a discuté de plein de trucs. Et à partir de là, on a créé cette relation à la base professionnelle où on s'est dit ok, vas-y, au lieu de se taper sur la gueule, on a qu'à se grouper vu qu'on fait la même chose. Et en fait, très vite, on est devenus hyper potes. Et donc moi, je commençais habile en parallèle. À ce moment-là Non, c'était bien après, 2 ans après, je crois. Okay. Parce qu'on a eu 2 ans de ok, avec ce producteur, on a des projets de court et de long, donc on travaillait chacun sur le projet de l'autre et machin. Puis un jour, ce producteur a arrêté, et donc là, on s'est retrouvés vraiment comme des cons. Ok, mais tous les deux. Ouais. Et donc je dis à Fabrice, écoute, moi j'ai testé YouTube là, parce que moi on n'est pas du tout des consommateurs de YouTube, moi j'y connais rien. Aujourd'hui un petit peu plus parce que je rencontre des gens, mais sinon c'était pas du tout je regardais plutôt des films, tu vois. Et donc je dis, bah tiens, j'ai testé YouTube, c'est un endroit dans lequel il y a du public si tu postes un truc, donc vas-y, on a qu'à faire une vidéo sur des sujets qui nous parlent. Et la phrase et tout le monde s'en fout, c'est un truc qu'on se disait beaucoup entre nous, qui vient de l'exoconférence d'Alexandre Astier, où il parle à un moment donné de la relativité du temps et il te dit un truc de ouf et il te dit bah là c'est comme ça que marche le monde, mais il dit tout le monde s'en fiche, parce que je l'ai regardé il y a pas longtemps. Et ça nous avait fait rire en fait la manière dont il disait, la nonchalance de tu vois c'est ouf et tout le monde s'en fout. Et donc lui Fabrice à ce moment-là il faisait ses études, il terminait son diplôme de coaching en neurosciences appliquées et tous les jours il me téléphonait en me disant oh mec j'ai encore appris un truc de ouf sur le cerveau, ça marche comme ça et on n'arrêtait pas de se dire et tout le monde s'en fout. Et un jour je lui dis bah vas-y on n'a qu'à faire une vidéo, parce que moi ça fait longtemps que j'avais pas tourné, mais j'ai besoin de tourner tout le temps, tu vois. Et je dis, on se met sur ton canapé, on se filme en train de discuter des sujets, et on appelle ça et tout le monde s'en fout. Et je me dis, ça fait une espèce de talk entre 2 personnes. Et il m'a dit, moi j'ai pas du tout envie d'être filmé, messieurs, vas-y, je te filme toi. Oh, d'accord. Et c'était vraiment comme ça, un dimanche, oh, d'accord, vas-y, bah attends, on va pas se mettre dans le salon, il y a tes colocs, ça va les faire chier, bah, on va se mettre dans ta cave. Ouais, bon, d'accord. Sérieux ? Ah, vraiment, vraiment. Et on ouvre la cave et on fait putain mais qu'est-ce qu'un mec foutrait dans une cave. Bah, attends on a qu'à dire que c'est un espèce de hacker machin. J'avais mon gilet Bordeaux à ce moment là que je venais d'acheter, tu vois. On a pris des lunettes de soleil Decathlon, on a pété les verres, tiens vas-y. En fait on s'est dit ok on va pas le faire à 2, on va le faire à 1, donc on va le faire en mode YouTube normal. La seule référence qu'on avait c'était Norman parce que quand même on a et ok le face cam machin, mais on dit vas-y on fait pas toi Axel qui parle dans ta chambre, on va créer un personnage parce que c'est ce qu'on aime quand on écrit de la fiction. Et donc voilà, dans la cave, on s'est dit ok, un mec, un hacker, tout ça, et des contraintes, on a créé ce personnage. Cet humour condescendant, c'était un truc qu'on faisait entre nous, qui nous faisait rire. Mais vraiment, on le faisait entre nous, ça fait rire personne d'autre que nous, tu vois, le fait de prendre les gens de haut et de parler aux mecs comme s'ils avaient 4 ans parce qu'ils sont teubés. Et donc on s'est dit, bah, vas-y, on va mettre ça dans ce personnage. Et donc, voilà, on a fait le premier épisode, on l'a écrit. Vous avez écrit en faisant en fait. Ouais, pratiquement en fait, on a créé le personnage, on s'est dit ok vas-y on a cette base là. Vous avez fait le cadre On a fait le cadre, on s'est dit vas-y on parle du sujet dont on parle le plus comme ça, on n'a même pas de recherche à faire, c'est tous les trucs. Vraiment le premier épisode il est sorti
Il n'y avait rien à faire, quoi. Et ouais, très facile. Et on l'a tourné, on l'a monté, on l'a tourné. Je suis rentré chez moi, je l'ai monté, j'avais une petite idée du rythme, tout ça, tu vois. Je suis envoyé, il m'a dit, ouais, c'est cool et tout, franchement, machin. On l'a mis sur YouTube, donc on l'a envoyé à nos potes, tu vois. Et on avait 300 vues, on était ouf. Et je me dis, bah tiens, quand même, on parle de féminisme, il y a peut-être des magazines féminins, tu vois, qui pourraient le relayer. Et donc je cherche, et je vois juste sur la page Facebook de auféminin.com, en banderole, c'était écrit, envoyez-nous vos vidéos à telle adresse. Je dis, bah vas-y, j'envoie. Tu sais, il n'y a rien eu d'explosif, tu vois, c'est juste, vas-y, ok, j'ai envoyé la vidéo, ils m'ont dit, oui, très bien, votre vidéo peut tout à fait convenir à notre ligne éditoriale, nous allons la partager dès demain. Et ils l'ont partagé, et là en 5 jours, ça fait 10 millions de vues, qu'est-ce qu'il y a, machin. Attends, parce que t'as dit à un moment donné, c'est au moment où on ne voulait plus. Enfin, tout avant. Oui, et en fait, pourquoi est-ce qu'on fait et tout le monde s'en fout comment on le fait? Parce qu'on n'a plus d'objectif. On a juste, viens, on se fait kiffer. Viens, on fait ce qu'on veut nous. Pas qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qu'on attend de nous, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir des subventions. Comme ça. Ah oui. Il n'y a pas eu un moment, bon, on va tout faire pour que ça. Ah non, non, c'est le début. En fait, il y a eu toute notre carrière avant, c'est-à-dire nos courts-métrages, nos machins, qui étaient très perso aussi, mais qui étaient pas avec la même. Il y avait quand même une intention, tu vois, on était dans un objectif. Et là, et tout le monde s'en fout, ça a été genre, viens, on se fait juste ça presque pour nous, tu vois. Sans producteur, sans rien, sans juste nous. Tu vois, avec juste ce qu'il y a là et ce qu'il y a là. Et il y a plein de paramètres, hein. Il y a aussi le moment où c'est sorti, parce qu'on c'est sorti plusieurs mois avant MeToo, je crois. Donc il y a eu cette chance-là, entre guillemets. C'était 2017 ou 2017 nous, c'était février 2017. Et MeToo, je crois que c'est un an après. Et donc il y avait le fait qu'on était des garçons qui parlions de féminisme. Mais ça, c'est un hasard au final. Enfin, le reste que c'est passé. En tout cas, vous n'aviez pas la recette. Non. Vous avez accouché le bébé en mettant le cadre. C'est ça. Après, bon, t'as eu quand même enfin, je sais pas si c'était une idée, mais genre, tiens, féminin, et puis tu vois la banderole. Oui, je me dis, on a un truc, vas-y, viens, on essaie de le diffuser quand même. Parce que moi, j'avais eu la toute petite expérience avec Abil, où on a aujourd'hui, on a 20 000 abonnés, tu vois, je crois, ce qui est cool, mais. Et on avait. Qu'est-ce qu'on avait eu? On avait eu une Minute Buzz à l'époque qui nous avait partagé un épisode. On avait fait 100 000 vues sur Facebook, on était comme des fous. Donc je voyais le mécanisme. Je me suis dit, ok, bah, l'idée c'est de partager. Donc s'il y a un média qui le partage, bah vas-y, je me suis dit, pourquoi pas des magazines féminins, quoi, tu vois. Mais jamais on aurait cru faire 10 millions de vues en 5 jours, quoi. C'était là. Et à partir de là, ça a été n'importe quoi. N'importe quoi. En fait. Ah oui, mais le début, en fait. Il n'y a même pas eu un moment où. Ah non, c'est-à-dire qu'on est passé de l'anonymat à une des plus grosses chaînes YouTube dans cette catégorie-là, en tout cas, très très vite. C'est n'importe quoi ce projet, hein. C'est vraiment. C'est ouf. Et le syndrome de l'imposteur, là, il t'a pas frappé à la porte en mode. Ah bah bien sûr que si. Salut. Bah, évidemment. En plus, je me fais connaître en tant que comédien. Oui. Non mais non, évidemment que ah ouais. C'est ça que je voulais dire. Ah ouais. Je me rappelle au début le premier épisode, avant de le diffuser, je l'avais montré à des potes et tout pour me dire. Il y avait des réactions genre ouais c'est pas mal et tout, machin. Ouais. Je me rappelle une des premières à avoir vu le premier épisode de Tout le monde s'en fout avant tout le monde, c'était Marion Séclin. Parce que à ce moment-là, on l'avait eu en guest dans Abil, et on était devenus potes, puis on se voyait de temps en temps, et un jour, il y avait Benjamin de Abil et Marion qui étaient chez moi, on parlait de projets et tout, puis je leur dis, bah t'as regardé, j'ai fait ça, et ils se sont dit, ouais, c'est cool et tout, machin, et genre le lendemain, on l'a diffusé, ça. Donc ouais, c'était... là, ça a été explosif, pour le coup, ça a été le vrai buzz. Et t'as dû gérer... Pour toi, tu as dû gérer le truc ou t'étais déjà, tu disais que tu t'intéressais déjà au développement personnel, tu faisais déjà un travail sur toi, parce que c'était quand même pas choc, mais c'est quand même. Bah, y a eu, tu peux très bien décoller. Ouais. En fait, on s'est dit très vite, parce que mine de rien, on avait de l'expérience dans l'audiovisuel, on sait ce que c'est qu'un projet, on s'est dit très vite, ok, on a un truc là qui est en train de brûler, il faut absolument qu'on en fasse quelque chose. Donc, en fait, la seule chose qu'on s'est dit, nous on s'était dit on en fera un de temps en temps pour se faire plaisir, tu vois, sur un sujet qui nous parle. On voulait parler de psycho et de physique quantique, nous. C'était les trucs qui nous intéressaient. Et donc on s'est dit ok, vas-y, là on a un vrai truc, il faut faire les choses intelligemment. Donc intelligemment, ça veut dire quoi? Ça veut dire penser à long terme, pérenniser le truc.
Donc, Fabrice m'a dit, il va nous falloir un journaliste. Je connais une seule personne au monde qui peut nous abreuver de sujets comme ça et tout, c'est mon frère, que j'avais jamais rencontré, que j'avais dû croiser une fois, tu vois, Marc. On a appelé Marc, qui lui en plus était beaucoup plus au fait de nous que nous de la vidéo internet, parce qu'il avait monté des pôles vidéo dans les endroits où il bossait, tout ça. Donc Fabrice l'appelle et il nous a dit, bon les gars, là vous êtes comme dans Mario Bros, vous venez de choper une étoile, donc vous êtes invincible et vous clignotez pendant quelques secondes, maintenant il faut savoir ce que vous faites avec ça. Et donc on s'est dit, ok, il nous faut une prod pour cadrer ça. Et Fabrice m'a dit, écoute, moi j'ai un prod avec qui il avait fait ce fameux premier court-métrage que j'avais vu, qu'il avait fait 10 ans avant, tu vois. Il m'a dit, je connais, le seul prod honnête que je connaisse dans ma vie, c'est Christophe, viens, on l'appelle. Et on a appelé Christophe, qui connaissait que dalle en YouTube non plus. J'ai rencontré Christophe, je me rappelle, un jour, là, on chantait, machin. On dit, bah, on a fait ça, il dit, ok, bah, j'allais me renseigner. Il est parti, il se renseignait sur ce que c'est qu'Internet, il est revenu, il dit, je comprends rien, il n'y a pas de schéma préétabli, en fait, puisque c'est un média hyper neuf, encore plus il y a 4 ans, tu vois. Ça va très très vite. Non, à 4 ans, nous, on est des vieux, hein, aujourd'hui. Hein. Et donc il nous a dit, ok, mais moi je vais produire ça comme un objet audiovisuel classique, c'est-à-dire qu'il va faire ce qu'il savait faire. Et donc ok, on a dit vas-y, deuxième épisode, on a choisi le sujet avec Marc, machin, et puis on s'est dit ok, on a commencé à mettre le truc, on va en sortir un tout. Au début on s'était dit un par mois, après on s'est dit non, ok, on va un toutes les 2 semaines parce qu'il faut avoir de la régularité. Puis on a mis en place un planning comme ça petit à petit, et puis plus les épisodes sortaient et plus on avait de vues. Et donc on était contacté à droite à gauche par, évidemment on a eu des messages de toutes les grandes boîtes, comment on appelle ça là, les trucs qui gèrent les youtubeurs, qui te prennent 80% de tout ce que tu gagnes. Et donc nous on a eu la chance l'intelligence et la chance de dire non à tout, ce genre de truc en tout cas au début, et de rester indépendant, parce qu'en fait notre communauté elle se faisait toute seule et on n'avait pas besoin on n'avait même pas de pub, jusqu'à il y a quelques mois on n'avait pas de pub, tu vois. Et on a été énormément médiatisé au début, on a eu les Inrock, Télérama, tout ça très très vite, tu vois. C'était n'importe quoi, on a même eu... je me rappelle les premières réunions de prod où Christophe nous disait, bon, j'ai eu Canal+, et Comédie qui veulent faire un prime d'1h30 sur Tout le monde s'en fout. Mais quoi, mais on a fait ça dans la cave il y a 2 semaines. Donc c'était vraiment très très vite, beaucoup, et il a fallu, calmer déjà l'ego aussi, parce qu'il y a eu un truc, tu vois... Et l'imposteur était bien là pour dire non, t'inquiète. Et donc voilà, c'est une espèce de... Et aujourd'hui ça se calme un peu. On a trouvé un rythme de croisière, tu vois. Mais c'est quand même toujours la folie. On a fait 2 livres, on a fait un spectacle. Là on a un jeu de cartes qui sort au mois d'octobre. Là on est en train de préparer le long métrage, tout ça. Donc, long métrage c'est un projet pour l'instant, c'est notre but de toute façon depuis toujours, hein. Moi je ne fais que ça pour faire du cinéma au final. Bien sûr, tout ça c'est un écran de fumée. Des courts-métrages, donc, oui, il est question de long-métrage. Ouais, mais parce que en tout cas Fabrice et moi c'est de là d'où on vient, même Christophe, et Marc est arrivé, a découvert aussi l'écriture de fiction, et ouais, bien sûr. On est marre d'écrire des trucs didactiques. D'ailleurs, ça se voit, hein, plus tout le monde s'en fout avant, et plus il y a de la fiction dedans, et plus il y a des personnages et machin. Et c'est parce que moi j'ai envie d'écrire des dialogues. J'ai marre d'écrire des trucs face cam d'un mec qui dit je vais t'expliquer comment marche tel truc. On commence un peu à saturer de ça d'ailleurs. Ouais, bah oui, c'est pour ça. Et en même temps, vous devez rester fidèle pour ceux qui. Oui, pas plus de 20% de nouveautés. Pas plus de 20%? Oui, c'est la loi de Hudson. Et en dessous de 10%, les gens s'ennuient, au-dessus de 20%, les gens en flippent. Donc il faut trouver le bon équilibre entre 10 et 20% de nouveautés à chaque nouveau cycle. Ouais. Ouais. C'est d'un complet. Tu parles beaucoup, t'en as parlé là un peu, et t'en as parlé aussi dans d'autres interviews, de la bienveillance dans l'équipe. Oui. Et t'en as notamment parlé aussi au sujet de Fabrice au tout début, quand il t'a dit de passer devant la caméra et que toi t'étais pas forcément... ça t'a aidé par rapport au salon de l'imposteur, ça, tu disais limite, on a l'impression que tu disais que ça te portait vers le haut. Oui, mais bien sûr, évidemment, c'est même ça qui a été le socle. En fait. Ouais, vraiment. C'est le meilleur outil, c'est... première bienveillance qu'il faut avoir, c'est envers soi, hein, mais c'est plus facile de s'appuyer sur celle des autres. Ouais, justement, c'est pour ça que je me pose la question, il y en a plein qui disent que t'es censé réussir, enfin, tu vois, t'as pas besoin de valider par quelqu'un d'autre. C'est des conneries, ça. Enfin... Dans l'absolu, oui, et même moi, je me dis, ouais, mais pareil, l'amour de soi, faut pas être aimé par...
En vérité, c'est qu'on est des animaux sociaux et que, notamment, je sais que, par exemple, Fabrice, dans tous les exercices de coaching qu'il a et dans tous les trucs qu'on met dans les épisodes, il y a toujours un paramètre qui est, notamment je sais plus pourquoi c'est pour l'estime de soi. Un des paramètres pour avoir une bonne estime de soi solide, c'est d'avoir au moins dans ton entourage 8 personnes sur qui tu peux compter. Donc, il faut, et je me le dis à moi-même, arrêter de croire que l'autonomie, c'est la solitude. Moi, j'ai beaucoup eu tendance à confondre ça. Quand on m'a dit travaille ton autonomie, je me suis dit ok, c'est la solitude. Et en fait, non, les autres sont importants. Faut juste pas en dépendre. Ouais, mais c'est toujours l'équilibre à trouver, mais ouais, c'est l'équilibre qui est chaud à trouver. Parce que y en a plein qui disent ah mais c'est bon, et puis je peux être seule, et puis oui. Puis après on est dimanche. Mais grave. Et donc ouais. Bah tu vois, moi le plus gros exemple que j'ai, c'est du fait que les autres ne suffisent pas. Si moi je dépendais des applaudissements des gens en spectacle, en fait, c'est sans fin. C'est-à-dire qu'il y a 100 personnes qui m'applaudissent, ok, c'est cool, mais en fait, j'en veux encore. Là, il y a 1000 personnes, ouais, mais c'est pas assez. 2000, c'est pas assez. Donc. Il n'y aura jamais assez de validation. Ouais, il y aura jamais. Tu vois, c'est Dalida qui s'est suicidée en disant que personne ne l'aimait, alors qu'elle était adulée par des millions de personnes, tu vois. Et ça m'a marqué cette histoire. C'est ma psy qui m'a parlé de ça. À chaque fois, je lui ressors, tiens, l'histoire de Dalida. Donc, c'est l'équilibre entre l'amour de son amour propre ouais. et celui des autres. Et celui des autres, c'est moins évident parce que notamment le public, tu vois, je dis toujours que le public c'est un pervers narcissique parce que la foule un jour elle peut t'aimer, le lendemain te détester, donc dans mon cas à moi de personnes exposées au public, il faut faire attention à ça parce que je suis allé voir un peu ce que c'était de l'ego d'être connu, tu vois, et ça n'a aucun intérêt, hein, vraiment. Donc tu allé le voir, c'est-à-dire non, mais tu vois, le fait quand on faisait des conférences, après il y a les gens qui viennent te voir et tout, ouais. Et je me suis dit, vas-y, lâche prise un peu et prends tout, les compliments et tout, et en fait, c'est beaucoup trop et complètement fictionné parce que en plus, c'est des projections sur toi. Et moi, d'autres. T'en es conscient. Oui. Parce qu'il y en a, ils le font naturellement. Certes, bien sûr, non, mais bien sûr, évidemment. Okay. Donc si t'avais pas fait le travail sur toi, peut-être que t'aurais pas... Je pense pas. Je vois que, en tout cas, ce que je vois, c'est que c'est facile de péter un plomb et de dépendre de ça et de devenir un connard. Ouais, non, mais vraiment, je vois que la frontière, elle est là, mais si t'es un peu fragile de ce côté-là et si t'as pas conscience de toi, ouais, c'est facile. C'est facile. Pour la solitude avec les autres, est-ce qu'elle t'a parlé, la psy de Robin Williams, qui disait que le pire c'est d'être entouré de gens et de se sentir seul? Ouais. Tu penses que c'est un équilibre aussi? Tu penses que c'est possible de réussir d'être dans ce milieu et à un moment donné se sentir en fait super seul, ou tu penses que c'est un... En tout cas, moi, je le ressens. Comment ça, tu le ressens? Ça m'arrive de me sentir seul alors que je sais que... d'avoir peur d'être seul même et tout, alors que je reçois des messages tous les jours de remerciements et tout, tu vois. Après, comme je suis quelqu'un de très positif, au final, de très enthousiaste et qui en plus travaille sur lui, je m'enfonce pas là-dedans, mais encore une fois, je vois que ça existe et je vois comment tu peux te tomber là-dedans. Soi, en fait. Quoi, le truc, t'es passé, quoi. Ouais. Comme tout, d'ailleurs, comme une émotion, La reconnaissance, c'est un sacré taf. Hein. Un sacré taf et l'acceptation de l'imperfection aussi. Hein. Je suis en plein dedans. Ça... on a parlé bienveillance, maintenant on va parler légitimité. Ouais. Est-ce que, parce que justement, on va peut-être pas parler du côté acteur-comédien dans le sens où ça t'est tombé dessus, t'as eu le syndrome, c'est passé. Enfin, maintenant, voilà, t'as pu se trouver une joie, on va dire, à travers ça. Oui. Tu t'y attendais pas. Parce que je joue pour l'instant mon personnage. Tu vois, j'aimerais jouer autre chose parce que ouais. Bah oui, pour voir en fait, parce que ce personnage, c'est bon, je peux le jouer en dormant, tu vois, pas de souci. Non mais vraiment, au bout d'un moment, ça fait 4 ans que je fais ça, que j'écris ce personnage, que machin, tu vois. Après, je serais curieux maintenant, moi, en tant que comédien, de jouer autre chose pour voir si j'en suis capable. Et d'ailleurs, on m'a proposé des castings que j'ai passés, et les castings c'était l'enfer, je flippais parce que là, c'était l'imposture totale, tu vois. Et après, le casting,
pire situation du monde. T'as quelqu'un qui te juge sur un truc que t'as pas eu le temps de bosser. Enfin. Et ouais, j'en ai fait un. On me proposait, j'ai un casting pour une série Netflix, en plus pour un petit rôle, tu vois, mais j'étais super content et je suis arrivé. Et un lapin pris dans les phares, quoi, vraiment. Ouais. Alors, moi, en plus, bon, bref. Ils m'ont fait passer le casting parce qu'ils savaient que j'étais youtubeur et que c'était le rôle d'un présentateur télé. Sauf que le mec me disait, mais vas-y, fais comme dans tes vidéos. Je me dis, mais t'as pas vu mes vidéos en fait, parce que j'ai rien à voir avec un présentateur télé. Je vois un personnage complètement barré. Encore problème de communication, parce que là, c'est Oui. toi, Mais tu sais, c'est les ponts entre la télé, le cinéma et YouTube. C'est YouTube, c'est en dessous. Hein. C'est bien en dessous. Internet, tout ça. Eux, ils font des vidéos et conneries dans leur chambre, là, c'est ça. Ça, c'est. Ouais. Voilà. Mais la légitimité dans ton métier de monteur, quand tu as fait les courts-métrages, est-ce que, là en fait la question c'est surtout pour parler du côté j'ai besoin de faire des études pour être légitime, j'ai besoin d'avoir le diplôme, j'ai besoin d'avoir le papier. Enfin, toi de ton expérience, qu'est-ce que... Alors, moi, de mon expérience, les diplômes, c'était plutôt mes parents qu'on avait besoin. Ma légitimité d'avoir envie d'être réalisateur et de faire des films, je me suis même jamais posé la question, mais parce qu'en fait c'est la seule chose que je voulais en fait. Donc, et vu que c'est la seule chose que je voulais, je me sentais pas illégitime, tu vois. Après dans la faisabilité, pour te lancer, t'es obligé d'avoir un peu d'orgueil, parce que le jour où tu décides, où tu dis à tes potes, j'ai écrit un film. Là, on va le réaliser pour de vrai. Parce que j'ai fait des cours. Enfin, il y a deux choses. Il y a l'orgueil de dire, ok, ouais, je vais le faire et je vais diriger 15 personnes et je vais dire à tous que moi j'ai dans la tête et on va tous faire en sorte de faire sortir ce qu'il y a dans ma tête. Réalisateur, c'est pas un métier, c'est un caprice. Hein. Ça, c'est... Et donc il y a eu ce truc de. Pareil, c'est un équilibre entre, ok, moi il faut que je me donne de la puissance pour y aller. En même temps, je le fais avec des gens qui me soutiennent parce que c'est mes potes. Toi, il y a toujours cet équilibre entre toi et les autres. Et l'autre paramètre, c'est l'expérience. Dans le sens où, sans que ce soit dans cette optique d'avoir de l'expérience, j'ai commencé avec des dessins, puis après j'ai écrit des histoires avec un micro, puis après avec une caméra, puis et mine de rien, tout ça, depuis que je suis au collège, en fait, je fais ça. Donc, c'est juste, je me suis créé des sillons neuronaux, et c'est comme faire du vélo, c'est comme jouer un instrument. Plus t'en joues et plus en fait t'es légitime. Aujourd'hui, je me sens pas légitime de prendre une guitare et de faire un do parce que je le fais automatiquement. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, tu te poses même plus la question de le faire en fait parce que tu l'es. Enfin, ouais, exactement. C'est pas automatisme, C'est ça. C'est ça. C'est dans la nature de ce que. Ouais. Et le montage, juste parce que c'est le truc que j'ai fait le plus dans ma vie après des blagues. Ouais, j'ai aucune question de légitimité, juste parce que je l'ai fait tellement, j'ai confié. Et en plus, j'ai été validé dans le montage. Oui, parce que ouais, pour ça, vraiment. Et je le sais. Et en fait, je sais. Comment dire, je sais ce qu'il faut faire pour qu'un montage fonctionne. J'en suis sûr. Tu vois. Et en même temps. Et comme j'ai pas de problème de légitimité là-dessus, j'ai pas peur d'écouter les avis des autres. Puisqu'en fait, l'avis de l'autre remet pas ma posture en question. Moi, ma posture, elle est assise, il n'y a pas de souci, en fait, elle ne va pas. Et donc, c'est d'autant plus riche quand tu te sens légitime d'un truc parce que tu es capable d'entendre les autres. Et si quelqu'un te dit un truc et que tu te sens rabaissé, ça veut dire que c'est un signe pour voir que tu te sens pas légitime, tu vois. Et comment enfin, je sais pas si tu fais consciemment, tu nourris cet orgueil d'un point de vue, de façon saine, en fait. C'était une question en fait, c'est que j'avais pas le choix. Je sais pas comment te dire. Aujourd'hui, c'est d'autant plus facile parce que, mine de rien, on est connu et reconnu. Donc, dans le fait de lancer un projet, ça me donne une assise, en fait. C'est-à-dire que j'ai encore moins de difficultés à quand on s'est fait refuser des projets, hein, même malgré tout ça. Aujourd'hui, il y a des subventions qu'on n'a pas eues pour d'autres trucs. Mais en tout cas, dans l'élan créatif, je fais confiance à mes idées, en fait.
Et donc c'est à travers l'idée que tu vas produire, en soi, elle te donne cette légitimité. ouais. En fait. Et surtout, j'ai pas peur de me planter. Ok, mais ça vient d'où ça, de pas avoir peur de se planter? Parce qu'il y en a plein aujourd'hui, ils font pas parce que... Ouais, c'est des peurs, quoi. d'où ça vient je pense que c'est le résultat de tout ça, en fait. J'ai eu la chance de me créer des bons sillons neuronaux pour ça. En fait, c'est que j'ai des croyances aidantes, tout simplement. Ok, qui sont? Ah, c'est une bonne question, ça. C'est quoi mes croyances aidantes sur la créativité? Alors, j'ai une croyance qui n'a rien à voir avec la créativité, mais par exemple, une croyance aidante que j'ai et qui m'aide beaucoup, c'est que je ne peux tomber en addiction à rien, à aucun produit. D'accord. Je fume pas, tu vois, j'ai jamais fumé, et ça me permet de tester plein de trucs. Ok. Plein de trucs, point. Sans avoir peur, en fait. Parce que souvent, il y a la peur de l'addiction, et par exemple, ça, je l'ai pas. Donc dans la créativité, je vais avoir ce même genre de mécanisme, tu vois. J'ai pas peur de me planter parce que je sais pas, ça me porte tellement. En fait, j'ai passé les meilleurs moments de ma vie, c'était les moments où je créais des trucs. Les moments que je préfère, c'est quand je mets de la musique sur un montage, sur de l'image, tu vois, et que ça crée un... Et en fait, je trouve ça tellement ouf ce que ça fait que je m'en fous de savoir si je suis légitime ou pas. En fait, je le fais. Et alors, il y a peut-être un paramètre aussi, c'est qu'avant, je le faisais pour moi. C'est-à-dire que tous ces courts-métrages et tout machin que je faisais, c'est pas comme aujourd'hui où t'avais la potentialité d'être vu tout de suite avec les réseaux sociaux, tout ça machin. Et mine de rien, ça, je pense que ça... l'exposition personnelle pour les générations plus récentes que moi, c'est un truc qui est omniprésent. Que moi, quand je créais un truc, c'était d'abord pour moi, je le regardais, tu vois, et moi, je passe beaucoup de temps à regarder ce que je fais. Même avant, D'accord. mes courts-métrages, je les ai vus énormément. Je les regardais beaucoup, je les analysais et tout. Par Et... envie de quoi? Enfin, c'était quoi la volonté de faire ça? C'était pour le perfectionner? C'était pour... ou par satisfaction? Un peu les deux. Mais il y avait beaucoup de putain, je suis content de ce que j'ai fait, quoi. Et je le regardais, putain, c'est moi qui ai fait ça, je suis super content. Et ça, j'ai eu beaucoup de mal à l'avouer. Je crois que c'est la première fois que je le dis d'ailleurs. D'ailleurs, tu veux dire que tu le faisais, mais t'en parlais pas? Ah ouais, non. Oh, hier soir, je me suis fait 5 heures sur mon super. Non, j'ai un souvenir au collège. J'avais fait c'était un truc d'anglais. Et fallait, je sais plus quoi, fallait faire une... Je sais plus ce que c'est le projet, mais moi j'avais créé un prospectus, que j'avais découpé des trucs sur un jeu, sur Metal Gear Solid à l'époque, en anglais, bourré de fautes d'orthographe en anglais, d'ailleurs j'avais eu une note de merde. Mais j'avais créé un objet super cool, pliable et tout. Et j'étais hyper fier de ce truc-là. Et j'ai eu une note dégueulasse juste parce que en fait c'était de l'anglais et tout l'anglais dedans était mais ça ça a été un premier truc d'injustice j'avais créé cet objet moi-même et je me rappelle, j'ai un souvenir de m'être levé dans la nuit, c'est-à-dire faut que j'aille le regarder. Ah ouais? Ouais, j'ai un souvenir de ça et juste parce que j'étais super fier en fait et j'ai des souvenirs comme ça de fierté de trucs que je fais et de demande de validation de l'extérieur en disant regardez ce que je crois que ce que j'ai fait c'est bien et en fait non. Et ça j'ai quelques souvenirs comme ça qui tombent là, tu vois. Notamment une fois ma mère passait l'aspirateur dans ma chambre, j'étais tout petit hein. Et j'avais envie de lui dire maman je trouve que j'ai beaucoup d'imagination. Et parce que je trouvais ça, tu vois, j'avais l'impression de ça, mais comme j'étais pas sûr, j'avais besoin que ma mère me dise, oui. Et là, ma mère m'a répondu, ah ouais, pourquoi t'as les si mauvaises notes en rédaction alors? L'imposteur qui est venu, bonjour, c'est moi, signé ici. Ça rentre là? Ouais. Ça y est. ça m'a, je pense que ça, c'était une des grosses balafres là-dedans, tu vois. Mais bizarrement, ça m'a pas empêché de faire des trucs, au contraire, ça m'a... Bah, t'es sorti de ta zone de confort, mais c'était pour... Enfin, tu disais tout à l'heure, c'était... je sais plus comment t'accuser, mais c'était le contraire de mort, quoi. Enfin, c'était, Oui, c'est ça, en fait, ça m'a poussé... Après, c'est aussi... le fait que je continue malgré tout de faire des trucs, c'est que comme j'avais ça a créé aussi un énorme manque de reconnaissance. Donc, au lieu de m'enterrer et de dire « Ok, je n'existe pas », c'est « Là, tu m'as pas vu, je peux te dire que martialement, tu vas me voir. » Et donc, je suis devenu, comme dit ma psy, un petit singe savant.
Et donc, et évidemment, et en fait, juste pour que maman et papa me voient, eh ben, j'ai fait de la musique, machin. Et tant mieux, ça m'a servi, tu vois. Ça a été fait dans de la souffrance, en fait. Mais de ma nature, je pense, un peu optimiste et positive, ben, je suis allé plutôt dans la surenchère que dans la dépression, quoi, tu vois, tout simplement. Ouais, bah, Donc, ça t'a fait- c'est pour essayer de te répondre à pourquoi est-ce que j'ai pas peur de me planter, tout ça, c'est parce que en fait, j'ai eu la rage de pas être reconnu et au lieu de m'enfoncer, eh ben, j'ai dit si vous allez me voir. T'as fait l'opposé, Ouais. en fait, de ce que... Et pour refaire la boucle sur ce qu'on disait tout à l'heure, ben, c'est là où l'extérieur, il est infini et il est incomblable. C'est-à-dire que si à 6 ans j'avais une conscience spirituelle, j'aurais dit j'ai pas besoin que vous me reconnaissiez, je vais me reconnaître moi-même. Tu sais quoi maman, c'est pas grave. Et donc évidemment, c'est là où aujourd'hui, encore une fois, j'essaie de trouver l'équilibre entre arrêter d'essayer d'être vu et d'être aimé par tout le monde, parce que moi c'est ça ma névrose principale, c'est que tout le monde doit m'aimer, sans exception. C'est long. Et donc syndrome de aussi la perfection, etc., etc. Donc c'est accepter que voilà, tout le monde ne peut pas m'aimer. C'est bon, t'as accepté. Ouais, ça va. Ça va. Il y a encore des relents des fois, mais Alors, tu parlais de croyances aidantes. ouais. Oui, t'as les limites. Ta croyance qui t'a le plus limité dans le temps. J'ai eu une croyance pendant longtemps que j'ai fait sauter avec Fabrice, avec un exercice d'ailleurs de coaching. Pendant longtemps, en fait, un jour je dis putain, j'ai décelé une croyance là limitante qui était ce sera mieux demain. Et j'ai eu l'impression de vivre la majeure partie de ma vie dans une transition. En me disant, ok, maintenant ça sert pas à grand chose, parce que de toute façon ça sera mieux demain. C'est ouf, je crois que c'est peut-être. Est-ce que c'est pas juste avant et tout le monde s'en fout que ce qui m'a fait sauter cette croyance en plus? Ah ouais. Bah, en tout cas, T'as posé des mots dessus juste avant. En fait, je lui ai dit, en fait, il m'avait parlé d'un exercice de coaching pour faire sauter des croyances. Et un jour, je lui ai dit, bah tiens, je crois avoir mis une phrase en tout cas sur une croyance à moi. Il m'a fait faire l'exercice. Et c'est pas le lendemain que tu travailles, tu te dis, ah machin. Et c'est ces derniers temps, je me suis dit, tiens, c'est vrai que j'avais ça. Et j'ai beaucoup moins cette sensation de transition permanente. Et bah, comme par hasard, ça va aussi avec le fait que bah, les projets sont. T'es obligé d'être dans le moment présent là pour abattre tout le travail qu'on abat depuis et tout le monde s'en fout, on est obligé d'être là, tu vois. Et j'ai moins ce sentiment qu'était un truc un peu triste en plus d'attendre quelque chose de mieux. Donc ça, ouais, ça c'était une croyance que j'ai réussi à faire sauter. Donc t'es plus dans ton instant présent aujourd'hui. Je pense, ouais. Ouais. Comment tu dissocies la bonne de la mauvaise peur? Donc Oh, la putain. bonne peur qui est la peur en mode c'est simple parce que tu sors de ta zone de confort, et la mauvaise peur qui est en mode normal, tu vas mourir, c'est jamais tu te rates, qui nous permet de vivre. Si tu sais en fait. Je dirais. Toujours pareil, faut écouter son corps en fait. Et en ce moment, je commence à entendre mon corps dans le sens ressentir des trucs. Et c'est communément ce qu'on appelle l'instinct, tu vois. Toutes les peurs sont bonnes, je pense. Juste, faut savoir lesquelles faut savoir les doser, faut savoir en doser les conséquences comportementales chez toi. C'est-à-dire que la peur qui t'empêche de faire quelque chose, dans l'autosabotage, tu vois, il faut y faire attention. En gros, la mauvaise peur, c'est celle qui est pas consciente, enfin qui est pas conscientisée, qui est pas réfléchie. Mais alors, comment tu la décèles Après, pour toi, hein, c'est-à-dire quand tu vas sur un truc nouveau, parce que tu parlais d'intuition, ok. Non, c'était instinct peut-être. Oui. Intuition. Enfin bref, t'as l'instinct à côté d'une fenêtre qui va te dire non, j'ai peur, ce qui est, heureusement qu'il est là.
Puis t'as l'intuition sur des projets qui disent d'y aller et d'autres et une autre intuition qui dit non. Et tu sais pas pourquoi d'ailleurs. Et au final, c'est une peur. Oui, c'est une peur. Est-ce que c'est une peur en mode il y a vraiment un risque derrière. Il y a un truc qu'on peut pas forcément expliquer, même si scientifiquement ils analysent ça. Tu vois. Mais toi, est-ce que tu as décelé un truc en mode non, là ma peur c'est en mode c'est juste parce que je suis hors dehors de ma zone de confort et que je fais un truc nouveau, donc par exemple monter sur scène la première fois, et l'autre peur qui est en mode je le sens pas. Est-ce que ou pour toi ça vient peut-être de la même Moi, ça dépend des domaines en fait, parce que la plupart du temps, notamment dans le taf, quand j'ai peur, j'y vais. Ah ouais? Bah ouais. J'ai peur, let's go. Ouais. Enfin, c'est parti. Et alors que dans le perso, notamment par exemple dans le domaine des relations amoureuses, dès que j'ai peur, je fais non, j'y vais pas. Voilà, surtout pas. Tu fais tout le contraire. Ouais. Putain, si j'arrivais à faire dans ma vie perso ce que je fais dans ma vie pro, ça irait beaucoup mieux. Donc ça dépend des domaines, ça dépend du moment aussi, il y a des fois. Mais non, moi j'ai plutôt tendance à y aller quand j'ai peur. Mais après, moi je suis quelqu'un d'hyper raisonnable. En fait, je te dis ça, mais en même temps, moi, je prends très peu de risques dans ma vie. C'est pour ça que, par exemple, j'ai un truc con, mais j'ai bu de l'alcool très très tard dans ma vie, parce que ça me faisait peur. J'avais peur de perdre le contrôle, tout ça, machin. Et le fumer pareil. Donc je suis vraiment vraiment hyper raisonnable. Je suis un peu peureux, mine de rien. Mais dès que ça touche au danger de mort, monter sur scène, je peux pas mourir en fait. D'accord, ok. Faire un projet, je peux pas mourir. Monter un film, oui. Après, en fait, comme j'ai aussi énormément moqué d'audace quand j'étais plus jeune, notamment avec les filles, et j'ai eu plein de regrets de putain, j'aurais pu lui parler de ça. Et il y a un jour, je sais plus quand, en tout cas, j'ai à un moment donné, j'ai dit ok, je ne manquerai plus jamais d'audace dans ma vie, plus jamais. Quitte à me prendre des murs, je préfère me prendre un mur, mais avoir des regrets plutôt que des remords, tu vois. Non, des remords plutôt que des regrets. Des remords plutôt que des regrets. On change les croyances. Oui, c'est ça. Et ça, c'est une phrase que mon père m'a dit très tôt dans la vie. Il faut mieux avoir des remords que des regrets. Je fais quoi? Ça veut dire quoi? Ah oui, d'accord. Donc, après, je me mets jamais en danger. Après, on a chacun sa vision du danger de mort. Tu vois. Parce que des fois, tu vois, je flippais des fonds marins, par exemple. J'ai fait quand même de la plongée sous-marine. Tu flippais les fonds marins? Ah ouais, de ouf. Et attends, t'as fait la plongée parce que tu flippais et tu t'es dit il faut que j'aille voir ça. Pas parce que je flippais, mais je me suis dit en fait ça a l'air cool et en plus il y a des gens qui le font. Donc en fait peut-être que ta peur elle est pas. Ça se dose une peur, tu vois, faut la regarder en fait. La mauvaise peur c'est celle que tu regardes pas, tout simplement. C'est celle à laquelle tu réagis tout de suite, tu te dis ah non. Oui, la mauvaise peur c'est celle qui te fait être raciste. Parce que tu restes à la surface. Et tu vas pas voir est-ce qu'elle est cohérente tu cette restes peur. dans ta zone de confort. Ouais, donc pour moi c'est celle que tu refuses de regarder parce qu'elle touche ton intérieur en fait. Et elle révèle quelque chose de ultra mais oui. Et moi ça et ça répond à une névrose, mais j'ai tellement peur de pas être quelqu'un de bien. Et j'ai lu que se remettre en question c'est quelque chose de bien, et je suis d'accord avec ça, donc je me remets tout le temps en question. Trop. Oui, je sais pas. C'est trop, mais en même temps, je préfère ça qu'autre chose. Enfin, les gens qui se remettent pas en question. T'as trop peur de. Après, quand tu vois ce que c'est, il y en a énormément. Ouais. J'ai très très peur d'être quelqu'un de mauvais en fait. Vraiment, et je sais que c'est trop. Mais au final, je préfère être comme ça que le contraire. Après, j'ai toujours une question d'équilibre, j'essaie de trouver l'équilibre, tu vois, et justement d'accepter l'imperfection, etc. Mais ouais, j'ai extrêmement peur d'être quelqu'un de mauvais, quoi. Mais c'est relié à ma peur de ne pas être aimé par tout le monde, qui vient du fait de ne pas être reconnu par mes parents, enfin de ma vision de ne pas être reconnu par mes parents, tu vois. Tout est né là, quoi. Et ok, en fait, j'ai tellement besoin d'être aimé, je me sens pas aimable, et donc c'est là où on t'en revient. Ok, il faut que je m'aime moi-même en fait avant. Ça, tu l'as fait, c'est bon. Non, comme si c'était. Ouais, ça c'est bon, ça c'était réglé. Ça, c'est réglé, et 2 semaines, c'est bon. Je me suis dit en fait, je me kiffe. Non, c'est pas réglé. Après, ça va de mieux en mieux.
Ça fait de mieux en mieux et ça sera jamais parfait, mais oui, ça, de toute façon, vu que, au bout d'un moment, je me suis dit, en fait, vu que je travaille tout le temps sur moi et que j'aime ça, mais parce que j'aime ça, en fait, c'est pas du travail, pas de la torture, quoi, tu vois, c'est, en fait, ça ira de mieux en mieux. Et, et notamment en ce moment, il y a des trucs qui s'ouvrent de ouf. Je me dis, ah cool, c'est trop bien en fait. C'est trop bien. Et, et, et je comprends d'autant moins les gens qui refusent de se mettre en question parce que ça apporte tellement de trucs. Ça m'énerve, ça me met en colère les gens qui se remettent pas en question. Oui. Ouais, la pratique, quand tu disais, que ça vient quoi. La pratique qui t'a le plus aidé ces derniers mois, notamment ces derniers mois, on va dire, pour ceux qui ont vécu le confinement, c'était pas évident. La pratique. C'est plus découvrir quelque chose de nouveau un peu à ce moment-là. Ça peut être une nouvelle habitude. Le confinement. Le confinement, ça m'a beaucoup aidé. Ouais. Alors, c'est pas le confinement, c'est ce que ça a amené, c'est ok. C'est toute la remise en question que ça a mis sur les injonctions à la créativité, par exemple. D'accord. Tu vois, au début du confinement, j'étais très 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 créatif. Je faisais une vidéo tous les jours et c'était cool. En plus, je refaisais des trucs tout seul et j'étais content, machin. Et puis à un moment donné, je fais ah merde, aujourd'hui il faut faire une vidéo. Putain, j'ai pas envie. Il faut que je. Et je dis mais attends, j'ai pas envie en fait. Viens, je le fais pas, j'ai pas envie. Ouais. Et le lendemain, j'ai pas envie non plus. Et j'ai eu un moment de oh là là, trop bien. Et puis rien, aucune deadline, rien du tout, aucune injonction, tu vois. Et donc la discipline, la méditation, ça m'aide beaucoup. Après, j'en faisais avant et tout, mais oui, je vois que c'est mieux avec, pour le coup. Je vois que les moments où je suis vraiment bien et où les choses s'ouvrent, c'est quand je prends le temps de méditer. Tu veux dire de façon régulière quand tu dis je prends. Ouais. Genre tout. Et notamment, il y a la semaine dernière, je me suis fait opérer de la myopie. Ah ouais. Et ouais. Ils t'ont déjà enlevé les. Oui, en fait, c'est 5 jours. 5 jours. Enfin, c'est 3 jours. Les lentilles, tu parles de protection. Ouais. C'est 3 jours. Et ensuite, t'as encore 2 jours un peu chiants. Et au bout d'une semaine, t'as plus mal et tu vois un peu trouble. Et là, depuis hier, je vois. C'est trop bien. Ouais, t'es dans un nouveau monde. Trop bien. Ouais. Ça change tout. Surtout, j'étais hyper myope, quoi. Mais surtout, en fait, j'ai eu 5 jours hyper compliqués. Genre, ouais. Ouais. En plus, c'est un peu ma faute. Au bout du 3e jour, normalement, ça va mieux. Et moi, en enlevant la lentille, justement, pansement, je me suis fait mal. Et j'ai eu peur. J'ai eu très très peur. J'ai vraiment cru. J'ai vraiment eu un moment de panique, quoi. J'étais tout seul en plus. Et j'ai appelé à l'aide. Et pour que moi j'appelle à l'aide, il faut vraiment que je sois dans un moment de panique. Et donc pendant ces 5 jours où j'avais très très mal et où j'ai en plus eu peur au bout de 3 jours, j'ai beaucoup médité. Et en plus, bien, donc tu t'es mis en mode je vais méditer oui. Parce que là j'en ressens. Ouais, et puis j'avais rien d'autre à foutre surtout. J'étais dans le noir avec des lunettes de soleil à avoir mal, tu vois, et donc et en plus j'étais sous effet ralement codéiné, donc j'étais un peu défoncé. Mais pas bonne défonce, hein. Oh là là, non, je conseille, ne prenez pas. Ouais. Ah ouais, j'en ai pris un de trop en plus et j'ai passé 3 heures de merde. Bref. Et j'ai eu des expériences de méditation de ouf. Ouais. Du fait d'être pendant. Voilà, alors là, c'est vraiment la discipline de pendant 4 jours, t'es dans le noir et machin. T'as pas le loisir de faire ça souvent, tu vois. Mais ouais, j'ai notamment. Je suis persuadé, ma psy m'a dit oui d'ailleurs, que j'ai fait de l'auto-guérison. Ouais. J'ai vraiment été dans un processus de ok, vas-y, j'ai mal et j'ai besoin de me guérir tout seul et ça m'a beaucoup aidé. Et ouais, ça c'était. C'est la première fois que ça t'arrive ? À ce point-là, oui, j'ai déjà eu des expériences. J'ai eu des expériences de je vais pas dire de transe parce que c'est pas ce truc-là, mais j'ai eu quelques méditations, notamment en groupe, qui m'ont fait partir très très loin. Et je remarque que c'est souvent après une longue période où je le fais régulièrement et plus tu. Ouais. Moi, la méditation, il y a 3-4 ans, ça m'a sorti de la dépression. J'ai fait une petite dépression, pas énorme, mais j'étais vraiment dedans. Et je méditais matin et soir et en fait, force est de constater que je m'en suis très bien sorti et je pense que sans ça, ça n'aurait pas été aussi probant, quoi. On peut sortir sans médicaments. Ouais, oui, totalement. Non, c'était hors de question, ça.
Tu voulais pas. Oh là. Non, parce que c'était une petite. Et je le voyais, j'en étais conscient. Et je me suis dit, ok, j'aime pas ça, je vais m'en sortir. J'étais pas du tout dans un truc fataliste. Parce Donc, que les spécialistes, ils en donnent très facilement, même si ouais. c'est une petite en fait. C'est Bah ça oui. qu'il faut se rendre. et moi, je suis pas allé chez le médecin pour ça. Ok. Si, je suis allé chez le. Ah, si, en plus, je suis allé chez mon médecin. Elle m'a dit, si vous voulez, je peux vous en donner. Je dis non. Ah, ok, tout cas, Et après, je suis allé vers des trucs alternatifs. J'ai tout fait. Ah ouais. J'ai dit, ok, je ne veux pas être comme ça. J'ai tout fait, de l'acupuncture, de l'hypnose, du machin, de l'EMDR, des trucs. J'ai mon pote acupuncteur qui m'a dit, mais mec, ça sert à rien en fait. C'est comme si tu prenais un médicament de plein de trucs. Tu prends un Ça traitement. fait plein de choses pourtant, c'est aussi bien, non? Oui, alors c'était cool dans le sens. Mais moi, dans ma tête, en plus, c'était genre, ok. C'était genre, je prends mon cerveau et réparez-le. J'avais pas capté le côté, en fait, c'est toi qui vas te guérir tout seul. Dans ma tête, c'était ok, les gens. Je remets ça entre vos mains. Et en fait, quand j'ai compris que non, ça venait de moi, bah, je suis ok, non, je vais suivre un truc. Et c'est comme ça que j'ai trouvé ma psy avec qui je travaille depuis 4 ans d'ailleurs, tu vois. Donc, mais ma psy en fait. Tout ça, mais en fait, je sais pas trop. Bah si, la pratique qui m'aide, c'est que je vois quelqu'un toutes les semaines et que toutes les semaines, depuis 4 ans, je me paye une remise sur le chemin. En fait, je suis sur mon chemin et donc plus le temps avance et plus je dévie et donc j'y vais. Elle me fait non, c'est par là. Je suis ah oui, d'accord, c'est vrai. Non, c'est par là. Et je lui donne 60 balles. Et non, c'est là, voilà. Et ça fait 4 ans qu'elle me répète les mêmes choses. Mais c'est normal, tu vois, c'est que j'arrive à chaque fois, je fais ah, mais oui, de ouf. À chaque fois que tu fais un petit pas, machin, tout ça. Et donc, oui, non, bah, la pratique, c'est que toutes les. En fait, c'est que je m'offre du temps pour prendre soin de moi. Oui, au final. Et on n'est pas dans des sociétés qui nous poussent à faire ça. Hein. Là, Déjà, les gens ne voient pas ça comme s'offrir du temps. Non, en plus. Ils ne voient pas ça comme un bénéfice pour soi. Ils Non, voient ça comme je suis malade, j'ai un problème. On est tous névrosés, tous. Point. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas névrosé, vous êtes psychopathe. Il n'y a que 2 choix, hein, donc c'est vous qui voyez. Hein. Quelqu'un qui m'a dit il n'y a pas longtemps oh, mais moi je me connais bien, je pense que j'aurais jamais besoin de voir un psy. Alors, ça c'est un énorme sujet. Et pourtant, ces gens veulent du bien. Hein. Enfin, oui, non, mais en plus, c'était quelqu'un d'intelligent voilà, en plus et qui effectivement se connaissait bien. Mais cultivés, ils sont curieux. Puis dès que tu leur dis t'as pas fait ça? Oui, j'ai lu plein de livres, j'ai même tenu un journal. Ouais. C'est là, oui, mais voir quelqu'un. Et ça, non, j'ai pas besoin. Alors que quand quelqu'un me dit j'ai pas besoin, je suis là, genre, vas-y, maintenant, prends les numéros. Ouais, et toi, c'est un. De travailler sur toi tout seul, genre avec des bouquins. Oui, ça doit être possible, mais c'est plus facile de faire réparer sa voiture par un mécanicien qui s'y connaît en fait. Parce que, en tout cas, moi personnellement, j'ai vu que les outils, ok, j'en avais plein, j'ai plein d'outils. Et j'ai ouvert le capot de ma bagnole, j'ai fait. D'accord, à quoi ça sert ça en fait, je sais pas monter. Donc, non. Mais enfin, oui, tu peux te soigner tout seul. Même tu as une appendicite, tu peux t'ouvrir tout seul, l'enlever. Mais franchement, avoir un chirurgien, ça sera plus sécure en fait. C'est juste ça. Hein. Tu sais qu'il y a des tutos sur YouTube. Oui, il doit y avoir ça, il doit y avoir ça. Non, c'est juste, c'est du bon sens pour moi, tout simplement, parce que même si, même si t'es mécanicien toi-même, des fois, t'as besoin de l'avis d'un autre mécanicien pour réparer ta bagnole, tout simplement. Hein. Et ce n'est pas, et malheureusement, en Occident, on pense que effectivement, d'aller voir quelqu'un, c'est être malade. Alors qu'au contraire, c'est quand tu vas bien qu'il faut aller voir un psy pour nettoyer en profondeur, parce qu'on ne va jamais vraiment bien, malheureusement. Non, on se le cache. Non. Pas, en tout cas, ce n'est pas possible d'aller vraiment bien dans le monde tel qu'il est aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Trop déconnecté de plein de choses, c'est pas possible en fait. Donc, faut l'accepter, c'est tout. Et se dire, ok, c'est un terrain de jeu de ouf, hein, le développement personnel. Alors après, tu choisis tes armes. Hein. Moi, ce qui m'a parlé beaucoup, c'est la spiritualité. Ouais. Il y a eu des mots au début dedans qui me faisaient chier, parce que je suis issu d'une famille en plus hyper anticléricale, et donc moi aussi j'avais des idées anticléricales. Donc le mot Dieu m'écorchait les oreilles, et quand j'ai réussi à mettre de côté ça et à voir ce qu'il voulait dire dans les bouquins quand il parlait de Dieu, j'ai fait ok, vas-y, je vois. Ça me fait toujours un peu chier le mot Dieu, mais parce que personne comprend, parce que personne n'utilise. Ouais, c'est ça. Donc aujourd'hui, moi, j'arrive à voir ce qu'il y a derrière
Et ça me fascine, en fait, la spiritualité des énergies, tout ça. C'est parce que tu l'as expérimenté, c'est pas les mots Oui. que tu as vus. En fait. Oui, Au oui. final, c'est Puis ça, ça la me parle, spiritualité, en termes de c'est- poésie, en termes de... Ouais. Tu vois, ça me parle. Et en fait, et surtout, j'ai compris que tu lis un bouquin de psychologie hyper machin. En fait, vous dites la même chose, les gars, juste vous utilisez des champs lexicaux différents. Arrêtez de vous taper sur la gueule, quoi, tu vois. C'est ça. Et on a besoin de ces façons différentes de le dire parce qu'il y a des gens, tu vas leur dire A, B, C, ils parlent, ils comprennent pas. Par Ouais. contre, la D, Ah, la D, ça ah, leur mais parle. t'as entendu Ouais. parler de. Mais je t'en ai parlé Mais depuis c'est- 3 ans. Oui, mais lui, t'étais là. Ah, Ouais. oui, bah heureusement qu'il s'est mis lui, parce que sinon, on se comprend encore. C'est tellement. C'est ça qui est étrange, c'est qu'on a tous le même langage. On a peut-être des langues différentes. Mais on a tous un même langage, et encore, malgré le même langage, malgré le même discours, t'en as, ils vont dire ah non, ça passe pas, et puis l'autre personne, je sais pas pourquoi, tout est Bah, clair. c'est parce que l'être humain a besoin d'avoir raison, Ouais. même quand t'es d'accord avec l'autre. D'avoir plus raison, tu vois. C'est. Ouais. Si tu pouvais choisir un message qui apparaît sur tous les billboards de France, ce serait quoi? Tous les billboards de France. Waouh. Un message. Ce serait. Pour aller mieux, le monde n'a pas besoin de quelques personnes qui font les choses parfaitement, mais il a besoin que tout le monde fasse les choses, même si c'est de manière imparfaite. J'aime bien celle-là. C'est toi qui l'as. Non, je l'ai vu quelque part, que ça parlait du zéro déchet. Bon, c'est pour le zéro déchet, c'est on n'a pas besoin qu'il y ait quelques personnes qui le fassent parfaitement, mais que. Surtout que tout le monde s'y met. Ouais. Si tu devais avoir une carte de visite avec un seul titre, ce serait quoi? C'est pas obligé d'être un titre sérieux, enfin métier, hein. C'est un D'accord, titre. ok. Et c'est Genre tout. Axel Latuada, machin, quelque chose. Ce qui te vient spontanément. Axel Latuada, imparfait. Imparfait? Ouais. Le livre que tu as le plus offert ou donné autour de toi? Les accords Toltec. Ok. Je sais pas si c'est ce qu'on en a parlé, mais ta plus grande peur aujourd'hui? On a Aujourd'hui? parlé de peur, mais aujourd'hui, ta plus grande peur, c'est quoi? C'est toujours la même, c'est d'être quelqu'un de mauvais. Même si j'ai travaillé dessus et que ça va mieux, au final, je vois quand je suis un peu je sais pas, quand je suis un peu en énergie basse, tu vois, quand je suis un peu triste ou machin, c'est ça qui ressort. Si je suis un peu triste et que par exemple je picole un peu, tu vois, bah c'est là où tu vas des fois toucher les trucs et des fois je regarde, je fais ah putain ouais, j'ai peur de pas être bien quoi, j'ai peur de pas être assez bien. Ce qui me fait pleurer par exemple. Ces derniers temps, je sens que j'ai besoin de pleurer, j'arrive pas. Mais pendant ces méditations, notamment, j'en ai une où j'ai beaucoup pleuré qui parlait de la colère d'ailleurs. Et ce qui m'a fait pleurer, c'est quand le mec de la méditation guidée a dit vous avez le droit d'être bien. Voilà, ouais, vous avez le droit d'être confortable. Ça m'a fait partir. Donc, ouais, ce qui est sous-jacent à ça, c'est ok, j'ai vraiment peur d'être quelqu'un de pas bien, quoi. D'être méchant, j'ai peur de. Tu vois, et je sais pas si. Et ma psy serait là, me dirait ouais, mais tu vois bien que ça, c'est relié à ta peur de pas être aimé. Et je pense que c'est vrai, mais elle se tire la bourre, tu vois. Parce que c'est toi vis-à-vis de toi aussi, surtout. Ouais. C'est pas forcément les autres, en fait. Sauf que moi, vis-à-vis de moi, en fait, ce truc, c'est que j'ai tellement mis de temps et d'énergie à être moi vis-à-vis des autres. Bah ouais. Genre, si les autres me voient, j'existe, que je suis en train d'essayer de voir ce que ça fait de vivre qu'à travers moi, tu vois. Donc, j'ai pas encore cette rêve-là, c'est ça le truc. J'ai pas encore mon île. Je vis beaucoup sur l'île des autres, tu vois, et je flotte, et je fais, ah, ça a l'air bien votre truc. Donc, ouais. Ton intention du moment, ça peut être un mot. L'équilibre, toujours. Parce que l'équilibre, ce n'est Que la compensation permanente de la chute, absolument. Je voulais la caser, celle-là, super. Ton tout premier film, alors là, que tu as vu enfant, qui t'a marqué. Oh là là. Ou celui qui t'a fait prendre conscience que tu voulais faire des dessins animés, que tu voulais créer, que tu voulais raconter des histoires. Tu te dis, waouh, C'est chaud. et tu sais pas lequel c'était. C'est chaud, bah oui, grave, il y en a tellement quoi. Dark Crystal, on va dire. Ça a été un des premiers. Ouais. T'avais quel âge quand tu l'as? Oh, je sais plus. C'est quelle année Dark Crystal, ça doit être c'est 82, un truc comme ça.
4. En fait, les 3 films qui m'ont marqué, c'est Dark Crystal, Beetlejuice et Le Baron de Munchausen. C'était les films que je regardais en boucle. Ah, tu les regardais en boucle carrément? Ah, quand j'étais petit, ouais, moi j'avais des cassettes comme ça que je regardais en boucle. Alors avant ça, il y avait d'autres trucs, mais qui n'étaient pas des films, c'était des dessins animés. C'était Capucine la petite taupe. Ouais. C'est un dessin animé polonais, je crois. Gédéon, c'était l'histoire d'un caneton avec un grand cou, avec des dessins super chelous. C'est des cassettes que ma mère m'achetait dans les magasins, tu vois, bizarre, et je regardais ça en boucle. Mais les films, vraiment films, ouais, le Baron de Munchausen, c'est un truc que je regardais beaucoup. Beetlejuice, ouais, Beetlejuice en boucle. Ok, donc on en a 3 pour le prix là. Ouais, Trop bien. ouais, c'est ces 3 là. Alors, celle-là, maintenant que tu m'as dit que pour tout le monde s'en fout, je sais pas si tu peux. Mais ça c'était ton film idéal, mais que toi tu pourrais faire. Avec qui tu le ferais. Enfin, ton film idéal à toi. Ok. Il ressemblerait à quoi? Tu peux dire, bah ça serait un mix entre ça et ça. Mon film idéal. Aujourd'hui, ce serait quoi? Bah, en fait, mon film idéal, je le ferais avec Fabrice et Marc. Peu importe du mot. Je jouerais dedans, je pense. Ah, quand même. Ouais, parce que je trouve ça cool de jouer. Et ce serait une comédie avec un univers steampunk un peu. Un peu genre la cité des enfants perdus, Ouais. tu vois, avec un vrai décor, pas de la 3D, tout ça machin, comme la cité des enfants perdus, c'est le dernier film français qui a été fait dans un décor taille réelle. En comédien, il y aurait Alain Chabat, Albert Dupontel, Muriel Robin, Alexandre Astier, évidemment. Il y aurait toute l'équipe de Kaamelott en guest, tu vois. Et ça parlerait de l'enfance, du contraste entre l'enfance et l'adulte. Ça serait ouais. Donc je voulais te dire, toi, ton remix, c'est-à-dire l'inspiration, les personnalités qui t'ont inspiré et qui ont fait, en fait, la personne que tu es aujourd'hui, parce qu'en fait, au final, on le dit peut-être pas assez, mais on s'inspire tous de nos parents, mais aussi de ce qu'on voit à la télé, des personnes. Avec seulement 2? Non, moi attends, je vais pas faire. Parce que j'en ai d'autres, mais je me suis arrêtée à 2. Alors, Jim Carrey de ouf, évidemment. Michel Courtemanche aussi, mais c'est même école. Ouais. Alexandre Astier, parce que. Enfin, très clairement. Ouais, non, puis comment dire. En termes de légitimité, Alexandre Astier m'a beaucoup aidé. Ouais. Malgré lui. Mais quand j'ai découvert moi j'aimais pas Kaamelott en plus quand c'est sorti, je trouvais ça nul, je comprenais pas pourquoi ça faisait rire, et c'est Alex, mon pote Alex, qui a commencé à regarder ça, à me dire c'est tellement drôle et tout, et je faisais ah bon, et là j'ai commencé à regarder Kaamelott pour de vrai et j'ai fait mon dieu mais c'est génial. Faut rentrer dedans en fait. Ouais. C'est très simple. Et ce génie de l'écriture, du dialogue. Ouais. Genre ça m'a, je sais pas, ça a comblé un vide dans mon cerveau, et mon humour il a pris 200 points d'XP en plus quoi, et ma pièce de théâtre c'est que de dialogues, et ça ressemble beaucoup à l'écriture de Kaamelott avec des punchlines, des trucs absurdes, des personnages un peu débiles, et donc ouais Astier a été une grosse partie, très récente en plus, tu vois, c'est ça qui est marrant, c'est que ça a été une grosse influence qui arrivait après parce que t'avais pas accroché. Oui. Oui, puis surtout, mais vraiment mes bases d'humour, c'était Michel Courtemanche, de toute façon de base. J'adore le mime, je suis un gros fan de mime, j'adore ça. Et on voulait en mettre dans le spectacle, mais on en a mis au début, ça fonctionnait pas trop. Mais ouais, Courtemanche, Jim Carrey, François Pérusse, 2 minutes de peuple, que j'ai rencontré. On était invité au Canada, et il était dans une convention de geek, et il était là invité, et puis donc il y a la meuf qui organisait le festival qui me dit viens, il est là, je vais te le présenter et tout, et je suis genre putain, genre c'est pareil, c'est 50% de mon humour, c'est avec François Pérusse, tu vois. Et je lui dis bonjour, là c'était au tout début, ça faisait
à peine un an qu'on avait fait Tout le monde s'en fout. Et je dis, j'adore ce que vous faites depuis que je suis gosse, je connais tous vos sketchs par cœur, je les écoute régulièrement et tout machin. Et il me dit, ah, mais toi, tu fais quoi? Je dis, bah, ouais, je fais Tout le monde s'en fout. Il me dit, bah, trop bien, je regarde avec mes enfants et tout. Je dis, ouais, je peux faire une photo avec vous? Mais non, c'est moi qui fais une photo avec toi. Je fais, ok, je peux arrêter ma carrière. C'est fini, tu fais tout ça. Ouais. Et Muriel Robin aussi, encore. Ouais, j'insiste, Muriel Robin, c'était. C'est du génie aussi d'écriture dans l'absurde, j'adore. C'est la seule femme que t'as mis dans la liste. Mais parce qu'elles sont pas trop mises en avant aussi, tu vois. Et donc, ouais, être féministe, comment dire, j'ai découvert que je l'étais en côtoyant Fabrice. Je me suis dit, tiens, je pense comme lui, ça doit être que. Mais j'avais pas ce combat-là dans les tripes. J'avais j'avais un point de vue sur ce que doit être le monde entre l'égalité homme-femme, tu vois. Mais j'étais pas conscient déjà de toutes les inégalités. C'est en les découvrant que c'est en les découvrant à travers Fabrice que j'ai mis beaucoup d'humour parce que je trouvais ça fou. Je trouvais ça dingue en fait. Je me disais mais c'est pas possible. On est vraiment débile en fait. Et donc c'est comme ça qu'est né Tout le monde s'en fout. C'est de ce regard un peu neuf de si un extraterrestre arrivait chez nous, il regardait. Il fait, mais ils sont encore vivants eux. Comment c'est possible, tu vois? Ouais, c'est vrai. Et donc oui, j'ai pas beaucoup. J'ai pas été nourri par beaucoup d'artistes femmes. D'accord. Dans ma jeunesse. Mais parce que des réalisatrices, il n'y en a pas beaucoup, mais juste parce que le milieu est sexiste en fait, tu vois. Et comme j'étais pas dans une recherche forcément d'aller chercher, oui, il y a beaucoup d'hommes dans mes mentors en fait. Ça laisse plus de place pour les femmes. Après, Oui. c'est ce côté positif. Tout à fait. Aujourd'hui, un mot, donc plaisir ou devoir dans ce que tu fais tous les jours? Plaisir. Plaisir. Pourquoi Boris Vian? Je pense que tu sais pourquoi je pose la question. Oui. Pourquoi Boris Vian? Parce que j'aimais pas l'école. Parce que je déteste les devoirs, justement. D'accord. Je déteste les devoirs. Moi, à partir du moment où tu m'imposes quelque chose, mon cerveau est incapable de s'y intéresser. Et Boris Vian, c'est quelqu'un qui est venu désamorcer ça, malgré lui aussi. Hein. Mais quand j'ai découvert, parce que j'étais obligé de le lire, L'écume des jours en français, je lisais pas beaucoup, je lisais pas. Quand j'étais petit, ma mère a essayé de me faire lire, parce que ma mère lit beaucoup, et en fait, quand j'étais petit, je lisais pas, j'aimais pas ça. Je préférais regarder des films. Et j'étais obligé de. Même les livres qu'on était obligé de lire à l'école, je me démerdais pour pas les lire, et j'ai toujours réussi à me démerder, tu vois. Et là, Boris Vian, je l'ai lu, et j'ai fait, mais mon Dieu, ça m'a. Je fais, ce mec est dans ma tête, en fait. Toutes ces métaphores, ces figures de style, ce qu'il racontait, sa manière. Je me rappelle la première fois que j'ai lu quand Colin marche dans les escaliers et décrit la danse des jupes, des jupes qui quand Chloé monte les escaliers. Ouais. C'est même pas Chloé, je crois, à ce moment-là, c'est des demoiselles d'honneur et elle monte les escaliers et il décrit les jupes, le mouvement des jupes pendant que les femmes montent. Je oh mon Dieu. Et à partir de là, j'ai lu tout Boris Vian. J'ai pas tout lu, j'ai tout acheté, mais il y a des trucs qui sont illisibles. Et les trucs, en avant la zizi, qui écrit pornographique, tout ça. En fait, il fait des références à des trucs que je connais pas, donc ça n'a aucun intérêt. Mais ouais, cette vision, je me suis dit, ok, c'est ça que je veux faire dans la vie, c'est prendre le monde et le rendre beau. Mais même des trucs beaux, il les rend encore plus beaux, tu vois, à travers les mots. Et en plus, ça me buguait, Boris Vian, parce que moi, je regardais beaucoup de films, donc j'étais beaucoup dans l'image. Et donc, pour moi, les livres, c'était en dessous du cinéma, parce que c'est mieux de voir deux. Et là, j'ai compris ce que c'était que de jouer avec les mots et d'écrire des trucs que tu peux pas mettre en image. Et j'ai cru que... Comment il s'appelle, Gondry avait gâché ma vie. Oui, c'était quoi. Et alors, il l'a ou pas? Non, il a pas gâché ma vie. J'ai une petite anecdote là-dessus assez marrante, c'est-à-dire que j'ai voulu faire de cinéma à partir du moment où j'ai lu L'écume des jours. Pourquoi? Et là, je me suis dit, ok, je veux adapter ça au cinéma. Je veux. C'était même pas montrer ce truc-là aux gens. J'en ai rien à foutre. Je veux moi mettre des images là-dessus en fait. Je veux. C'était plus fort que moi. Je veux filmer ça.
Et ça a été mon leitmotiv pendant toutes mes études et tout. Ok, c'était mon but. J'avais déjà commencé à savoir quel comédien je voulais, machin, tout ça. Tous les courts-métrages que j'écrivais étaient inspirés de ce que je voulais voir dans mon film Écume des jours, tu vois. Et mon producteur qui m'avait suivi dès le début était au courant de ça. Il me suivait, il m'a dit ouais, t'inquiète, machin, ça va être, on va le faire, tout ça. Et je me rappelle un jour, j'étais chez mes parents, j'étais revenu pour le week-end et je revoyais une de mes potes que j'ai pas eu depuis longtemps, qui était au courant de ça aussi, et qui me balance comme ça au cours d'une citronnade. Est-ce que t'as vu que Michel Gondry va adapter L'écume des jours? Et là j'ai fait quoi? Et mon monde s'est écroulé, quoi, tu vois. Et je suis allé prendre mon téléphone et il y avait rien de prévu, tu vois, c'était juste une idée pour moi, mais c'était le but de ma vie. Et j'appelle mon prod. Et je lui dis, t'as vu et vraiment, j'étais démuni. Je me dis, ok, j'ai plus rien d'intérêt, quoi. Et mon prod m'a dit, non, mais t'inquiète. Alors qu'il y avait déjà une version qui existe, que j'ai pas vue d'ailleurs, de 72 avec Francis Perrin, qui est dur à trouver, donc j'ai jamais réussi à la voir. Et donc, tu l'as pas vu, non, je l'ai pas vu. Et mon prod me dit, mais t'inquiète, ça veut dire que t'as une bonne idée, ça veut dire que ton idée elle est viable, donc c'est cool. Et puis t'inquiète, on verra, quoi. Et donc j'ai vu le film de Michel Gondry. Oui, non, c'est pas ça, c'est qu'avant ça, donc c'était annoncé qu'il allait le faire. Et plusieurs années après, je crois, moi j'habitais dans le 18e il y a encore 6 mois. Et un soir, je rentre chez moi. Et donc j'habite sur le trottoir de droite. Et pourquoi est-ce que ce soir-là, je marche sur le trottoir de gauche? J'en sais rien. Et je marche, machin, et je passe à côté d'un poteau sur lequel était scotchée une page blanche repliée comme ça. Et je ne sais pas pourquoi, je m'arrête et je vais lire cette affiche. Alors, t'en croises tous les jours des affiches. Et là, je ne sais pas pourquoi je m'arrête. Et je regarde le truc et je vois tournage la semaine prochaine dans la rue Lamarck de L'écume des jours de Michel Gondry, entre le numéro 30 et le numéro 34. J'habitais au 32. Donc il est venu tourner ce putain de film en bas de chez moi, quoi. C'est excellent. Mais c'est la vie, mais c'est ouf. Ouais. Attends, donc Et tu et oui, oui, mais en fait ils ont tourné dans un appart en fait, tu vois, et donc j'ai rien vu. Et et tu vois le cerveau, tu vois l'inconscient, quoi. Et puis bon, voilà, j'ai vu ce film et ce film est mauvais, quoi. Ce film est très mauvais et c'est pas de sa faute, c'est juste que c'est inadaptable. Ce film est mauvais, j'exagère, c'est pas. Je pense que t'avais une idée du truc. Oui. Et que toi. Bah déjà, tu prends pas. J'aime bien Romain Duris, mais tu prends pas Romain Duris et tu ne prends surtout pas Audrey Tautou. Et Amélie Poulain est mon film préféré, mais tu ne prends pas Audrey Tautou. Bon, en plus, il m'a piqué, il est pris à la Chabat pour faire le cuisinier, c'était exactement ce que je voulais faire, quoi. Ah, en plus, non mais attendez. Et en plus, ouais, non, ça fonctionne pas. Pourtant, c'était cohérent, hein, Michel Gondry qui fait L'écume des jours, il y avait un. Oui, tu dis oui, évidemment, style, quoi. C'est son style. Mais après, évidemment, mais. C'est pas si mal au final que ça t'ait pas plu, parce que ça veut dire qu'il y aura un. Et comme tout, enfin, je prends Star is Born parce qu'il a été fait je sais pas combien de fois et que c'est plus récent, voilà, mais il y aura une version de 2030. Oui. Mais franchement, aujourd'hui, j'aurais plus envie. Aujourd'hui, non. Non. Mais rien n'empêche que c'est quand même, ça t'a poursuivi ouais. un moment. Bah, tu vois, tu parlais tout à l'heure, ça a été quoi ton orgueil? En fait, ça a été ça mon orgueil de pourquoi est-ce que je veux faire du cinéma, parce que moi, je vais adapter L'écume des jours. Tu vois, et pas pour être. Pour le coup, c'était pas pour être connu, c'est parce que je veux faire ça, je veux mettre des images là-dessus, tu vois, et. Il doit y avoir. Enfin, c'est pas pour rien que tu ressens ce besoin de. Tu vois. Non. Il faut pas essayer de le comprendre, surtout. Ouais, faut pas tu vois, c'est. Il y a beaucoup de choses qu'on regarde. Je sais pas, tu vois, de toute façon, vous en parliez avec. Enfin, quand tu parlais de Fabrice, des choses que tu vois et tu dis, mais c'est exactement. Quand t'avais vu le premier métrage, c'est exactement. Et ça te met un peu. Je sais pas si c'est la colère ou l'énervement. En tout cas, ça fait un truc, ça touche, oui. quoi. Ça touche et. What et tu te dis, mais c'est quoi ce bordel? Ouais. Et à chaque fois, je me dis, maintenant, aujourd'hui, je me dis. Bon, il y a un truc là, il y a un truc, soit il faut que je fasse, mais à ma sauce, oui. Soit il faut qu'on se rende compte parce qu'il y a un truc, soit... Parce que là, ton histoire en plus, je suis désolée, mais en bas de chez toi. Non, mais le mec, il vient tourner en bas de chez moi. Et en plus, l'affiche, parce que t'aurais pu ne pas voir non, mais c'est ça le plus ouf, c'est pourquoi je marche sur ce trottoir-là, oui. Pourquoi je m'arrête là, tu vois, c'est même... Tu mets ça dans un film, t'y crois pas, en fait. Il y aura une suite, c'est pas possible, j'y crois pas. Franchement, ça peut pas s'arrêter là. Allez, ça y est.
Il est 22h. C'est 22h? T'as tout ce qu'il te faut? Tu viens d'écouter l'épisode Syndrome imposteur avec Axel Latuada. Pour retrouver Axel, rendez-vous sur Instagram à Axel-Latuada, L-A-2-T-U-A-D-A. Retrouvez Et tout le monde s'en fout sur la chaîne officielle YouTube. Et tu peux me suivre sur les réseaux, sur Instagram à Soliblog et sur Facebook à Solibox. Pour écouter d'autres épisodes du podcast, rendez-vous sur le site officiel solibox.me. Tu pourras aussi accéder à la transcription et au lien de cet épisode dans la partie et rubrique blog. Et enfin, le plus important pour la fin, si tu veux soutenir ce podcast, n'hésite pas à ajouter un commentaire sur la plateforme podcast de ton choix. Et aussi, c'est important, à partager autour de toi, auprès de tes potes, tes collègues, ta famille. Et comme ça, je pourrais te dire à très très vite. Ciao ciao.